Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Selva Danasegaran. Auteure, journaliste et artiste passionnée, elle met ses talents au service de la culture tamoule. Après un parcours classique entre école de commerce, secteur associatif, marketing et gastronomie au Michelin, Selva a toujours cultivé un lien profond avec la créativité, notamment à travers le dessin et la cuisine. Elle a réorienté sa carrière pour valoriser ses racines et faire de la nourriture un puissant vecteur d'identité et de transmission. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses projets et la manière dont elle aborde la transmission culturelle en un acte créatif. Bonne écoute! Salut Selva! Salut Vanda! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On s'est rencontrés il y a quelques années lors de ton food tour dans le quartier tamoul, à La Chapelle, à Paris. Et ce jour-là, déjà, j'ai voyagé dans ma propre ville de naissance. J'ai découvert une histoire, une culture, mais aussi une amie. Et à force d'apprendre à te connaître et de découvrir tous tes projets, je me suis rendu compte que tu étais extrêmement créative et jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que tu fais les choses... Tu fais vraiment les choses du début à la fin, que ce soit des textes au dessin, en passant par tous les aspects marketing. Ça m'impressionne beaucoup. Et donc, ça me tenait à cœur que tu viennes sur le podcast pour partager ton expérience et nous raconter comment t'en es arrivée là. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Et merci encore de me tendre le micro. Avec plaisir. Donc, ce que j'aime bien, et puis tu me connais un peu, c'est qu'on reprenne tout depuis le départ, voire même avant, si besoin. Donc, en général, on commence de la naissance aux 10 ans. Qui était la petite Selva ? Dans quel environnement t'as grandi ? Voire même, qui était ta famille, tes grands-parents, tes ancêtres comment tout a commencé ? Ok, très bien. Tu peux y aller. Ok, oh là là, c'est un gros sujet, dis donc. Où est-ce que tu es née ? Alors déjà, je suis née en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Ok. J'ai grandi dans le 93 à Villemomble, donc c'est une toute petite ville du 93, plutôt à droite de l'échiquier, ce qui est assez rare pour le département. C'était une ville assez tranquille, et puis moi j'ai grandi avec vraiment ma famille nucléaire, donc mes parents et mes 2 sœurs. Donc Okay. moi je suis la cadette. J'ai une grande sœur, une petite sœur. Et mes parents, eux, ils sont donc originaires du sud de l'Inde, donc de l'état tamoul. Et mon père était arrivé à la fin des années 70. Okay. Et ma mère l'a rejoint après le mariage, dans les années 80. Ah oui, ils se sont mariés d'abord en Inde et ensuite ils sont venus séparément en France ? Oui, exactement. Comment ça se fait du coup ? Mon père, lui, il est arrivé en 79. Il était arrivé en 79 et en fait, il avait commencé par le service militaire. Et à ce moment-là, il n'était pas marié encore. Et en fait, ensuite, il est retourné en Inde pour se marier avec ma mère. Et le temps que les papiers se fassent, etc., ma mère est arrivée après. Et du coup, elle est arrivée... ils se sont mariés en 86. Et donc voilà, ils ont fait leur vie dans le 93. Et moi, je suis née en 91. Et voilà, c'était une enfance assez heureuse parce que j'étais avec mes sœurs, on s'entendait très bien, même s'il y avait une certaine forme de précarité, parce que mon père, lui, était cheminot SNCF. Okay. Et ma maman, elle était femme au foyer. Et voilà, donc c'est vraiment une enfance assez modeste. Mais que je trouve, avec beaucoup de recul, je trouve que c'était une enfance assez heureuse. Ouais. Est-ce que c'était une enfance créative ? Parce que vraiment, ce qui dénote dans ta famille, en tout cas tes 3 sœurs, vous êtes extrêmement créatives toutes les 3. Ouais. Est-ce que vos parents vous ont poussé à ça ou étaient créatifs eux aussi ? Ou comment ça se passait ? Oui, en fait, c'est vrai que dans la famille, on est connus pour être les 3 sœurs ultra créatives. Et en fait, c'est vrai que nous, les étés, on partait pas en vacances. Et souvent, c'était des moments où en fait, on laissait notre créativité exploser. On faisait tout plein de choses. On restait vraiment presque juste dans le quartier ou même à la maison. Et en fait, c'est des temps que... nos parents nous poussaient aussi à la créativité. Nous poussaient en fait à dessiner, à faire de la peinture, ils nous poussaient vraiment à toucher aux choses manuelles, mais parce qu'eux-mêmes aimaient ça. Ah, okay. Voilà. Mon père, lui, il dessinait beaucoup, il touchait aussi à la sculpture. Mon père, c'était un littéraire. Okay. Il adorait la poésie, c'était un cinéphile.
Oh. Et il connaissait sur le bout des doigts tous les films, les cinéastes, les scénaristes, les acteurs, ce qu'on appelle les lyricistes en Inde, les compositeurs et les paroliers. Ok. Enfin, voilà, c'était un univers qu'il adorait et il y avait beaucoup de créativité chez lui. Et il se trouve que lui, quand il est arrivé en France, en fait, il a un peu quitté ses études littéraires en Inde pour subvenir aux besoins de sa famille et de son père notamment. Donc voilà, c'est vraiment une carrière qui lui a un peu échappé. Et ma mère, elle est aussi ultra créative. Elle cuisine énormément. C'est la meilleure cuisinière que je connaisse. Oh. Et elle touche aussi beaucoup à la couture, à la broderie, aux dessins floraux. Elle a la main verte. Enfin voilà, et en fait, c'est vraiment deux personnes qui sont et qui étaient très très créatives. Donc nous, je pense qu'on a toujours un peu baigné dedans. Ouais, donc pour vous, c'est normal en fait. Oui. Ouais. Oui, parce que tu es toujours surprise justement quand je te dis mais comment tu sais faire ça et ça, retaper même un meuble, repeindre et tout. Mais effectivement, pour toi, c'est normal. Oui, c'est normal. Et en fait, c'est des choses que mes parents ont toujours fait avec un peu de la récup. Par exemple, aller en brocante. Mon père, il adorait chiner. Ma mère, elle adorait coudre des vêtements de A à Z. Et je sais pas, en fait, ça a toujours été normal de faire des trucs manuels. Mais aussi parce que dans la famille, alors après, c'est aussi, de mon analyse, c'est aussi quelque chose qui est lié entre guillemets au caste. J'ai pas envie d'en parler, comme si c'était quelque chose de fataliste, mais c'est encore très tabou en Inde. Donc il y a encore ce système de caste, même s'ils disent qu'il n'y en a plus. Il y en a plus, ouais. Mais aujourd'hui, dans ma communauté, même en Inde, c'est encore très présent. Et même si aujourd'hui, il y a des mariages intercastes, etc., et que ça évolue, il y a quand même toujours cette arrière-pensée et cette petite touche qui vient dire des choses à propos de qui on est et de nos ancêtres. Et il se trouve que moi, dans ma famille, en fait, on fait partie de la communauté. J'ai pas envie de parler de caste, mais de communauté d'artisans. Voilà. Et donc on en parle avec mes sœurs, mais c'est vrai qu'il y a un lien aussi peut-être c'est quelque chose qui s'hérite, dont on hérite en fait. Mais dans ma famille, il y a eu des orfèvres, des menuisiers, des gens qui travaillaient les gravures sur bois. Ah ouais. Voilà, donc peut-être que ça vient de là, peut-être que non, mais en tout cas, c'est la phase émergée de l'iceberg, effectivement, quand on creuse. Et est-ce que c'est une communauté qui est valorisée en Inde ou pas forcément ? Valorisée, je sais pas. Dans tous les cas, ça fait partie un peu du ventre mou de la société hindouiste où il y a la caste ce qu'on appelle les intouchables, mais bon, après en fait c'est ultra complexe parce qu'il y a tellement de castes de communautés, de sous-communautés, mais les castes en Inde et notamment dans la société hindouiste, il y a trois manières il y a trois parties, on va dire. Il y a je crois il y a les mains. En fait, c'est vraiment la caste des gens qui font. Donc les artisans ? Les artisans notamment. Après, ça peut être les maçons, des gens qui construisent, etc. Ensuite, il me semble qu'il y a le cœur. Et là, c'est plus les guerriers. C'est cette caste-là. Okay. Il me semble ensuite qu'il y a... La tête ? Il me semble qu'il y a la tête. Mais ça, c'est plus religieux, etc. Et c'est les communautés spirituelles. Et après... ce qu'on appelle les Dalits, les intouchables, les gens qui sont avec les pieds. C'est ce qu'on n'a pas envie de faire, ce genre de choses. Et c'est des métiers. En fait, tout est lié au métier. Et je savais pas du tout. Beaucoup. Et de ta place dans la société. Mais voilà, c'est encore des sujets très tabous. Et c'est vrai que nous, on est complètement sortis de cette logique, en tout cas ma génération. Mais c'est vrai que quand on va en Inde, c'est toujours des choses dont on fait allusion. Ouais. Que vous ressentez ou Non, pas du tout. Et après, nous, on fait partie d'un ventre mou où en fait, c'est plein de métiers en fait qui sont représentés dans la caste dont on fait partie, dont nos parents faisaient partie. Ouais. Et du coup, non, il n'y a pas de. Après, il y a toujours parmi ce ventre mou des communautés qui se sentent supérieures, etc. Mais globalement, en tout cas, moi, c'est pas du tout une discrimination que je ressens quand je vais en Inde. Je pense que quand tu es dans le système, là, tu le ressens un peu plus, et notamment quand il s'agit de se marier ou d'acquérir des terres. Voilà. Ouais. Mais on en reparlera plus tard, même justement, parce que tu sais beaucoup de choses, justement, passionnantes que moi, j'ai découvertes sur la culture tamoule et tout ça. Et
On en parlera ensuite dans tout ce que tu as développé. Mais là, pour rester dans ton enfance, comment ça se passait aussi à l'école? À l'école, j'étais une très bonne élève. Voilà, j'étais l'élève modèle. Et les profs étaient très contents de nous avoir, mes sœurs et moi, d'affilée. Parce que j'ai 2 ans de différence avec la grande et 3 avec la petite. Okay. Et comme on allait dans la même école, les profs nous avaient un peu tous les 2 ans, quoi. Ouais. Et ils étaient très contents quand ils voyaient une de nous 3 en disant « Ah mais c'est bon, on n'a pas de souci à se faire. Les réunions parents-prof, ça durait 30 secondes. » Et on a toujours été des élèves brillantes. Et moi, toujours bonne élève, mais une élève très timide. Très, très timide, très réservée. J'étais timide maladive quand j'étais petite. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, ça se manifestait comment? Par exemple, je disais pas bonjour. Enfin, j'avais peur de dire bonjour aux gens. Ah ouais. Même des gens que je voyais tous les jours. Par exemple, une tata qui fait partie de notre communauté et qui venait chercher aussi ses enfants à l'école. Tous les jours, je la voyais, mais en fait, je lui disais pas bonjour parce que j'avais peur. Oh. Tu te souviens de quoi t'avais peur à cette époque? Non. Zéro idée, mais je sais pas. Ensuite, parfois j'étais toute seule dans la cour de récré. Ouais. Mais des trucs tout bêtes, mais je sais que je parlais peu et que j'avais du mal à m'exprimer. Mais que dès qu'il s'agissait de dessiner, le truc que je retiens, notamment en maternelle et en primaire, c'est que que j'arrivais, que j'avais une bonne plume et un bon coup de crayon. Donc c'était ton moyen d'expression en fait. Oui. Oui, clairement. Mais en tout cas, je parlais très très peu. Ok. Ouais. Et du coup, ensuite, le lycée, le bac, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que c'est clair pour toi? Pas vraiment. En fait, c'est drôle. Enfin, je dis pas vraiment, mais en fait, au fond de moi, et même encore aujourd'hui, je sais qu'à cette époque-là, en fait, depuis toute petite, oui, ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est que je savais que j'aimais dessiner, etc. Et le métier que j'aurais adoré faire, c'était le métier de mes rêves, c'était architecte. Ah, ouais. Ok. J'ai toujours rêvé d'être architecte. Ouais. Et après, au fil du temps, c'était architecte d'intérieur, etc. Mais il y avait cette idée de... Et il y avait aussi beaucoup cette discussion-là à la maison, de construire une maison en Inde. Et mon père, il avait cette petite blague de dire, en fait, c'est toi qui vas faire les plans de la maison, etc. Donc, moi, je m'étais prise au jeu. Et oui, j'ai toujours aimé les belles choses. Et quand je voyais de belles maisons à la télé, etc., ça me donnait vraiment envie. Et puis, j'aimais dessiner aussi. Ouais, c'est vrai que ça combine toutes tes compétences, quoi. Enfin, la créativité, le dessin, la tête. Ouais. Du coup, au bac, après, je me suis jamais trop posé de questions en faisant une S et en faisant un peu le parcours de la bonne élève, de la très bonne élève. Ouais. Et en fait, au moment du bac, quand je me suis penchée un peu sur les parcours, autour les parcours artistiques et notamment d'architecture. Alors déjà, il y avait deux choix. Il y avait les écoles d'art, les prépa arts. Où en fait, je me suis dit non, c'est pas pour moi parce que en fait, je dessine et chaque été, je dessinais énormément et puis je dessinais quand même tout au long de l'année, mais et je pense que j'aurais peut-être pu avoir le niveau, juste j'ai eu peur de faire mon dossier. C'est vrai? Ouais, et je l'ai pas fait pour la prépa Beaux-Arts. Qu'est-ce qui te faisait peur, du coup? De pas avoir le niveau. Et tu te comparais à qui, à ce moment-là? Alors, je me comparais à un ami de ma grande sœur qui aujourd'hui travaille dans un studio d'animation, mais pour moi, c'était mon gourou du dessin. Et en fait, c'était drôle parce que les étés, moi, je les passais à la maison, même au lycée, on partait pas beaucoup. Et c'était des étés donc très créatifs, où en fait, j'en profitais pour dessiner, on faisait des films d'animation avec mes sœurs, avec de la pâte à modeler et tout. Ah, génial! Et en fait, il se trouve que elle avait des amis, et quelques-uns parmi eux, notamment Anne-Tu, dessinaient et partaient pas les étés non plus. Et donc, ils discutaient beaucoup par MSN à l'époque. La bonne époque. Et du coup, moi, je suivais un petit peu derrière et tout ça. Et puis, en fait, il nous envoyait souvent les dessins que lui faisait les étés. Mais c'était des dessins incroyables. Il redessinait des mangas, des trucs, mais à un niveau pas possible. Et en fait, pour moi, c'était mon maître spirituel. Oh. Et je sais pas, je me disais, si même lui, il a été refusé à des prépas Beaux-Arts, parce qu'il me semble qu'il avait postulé, moi, j'ai clairement pas le niveau. Et puis, j'avais rien pour faire un book. Je savais pas comment on en faisait un. Donc, j'ai même pas essayé. Ouais, c'est la peur qui a parlé. Ouais, c'est vraiment la peur qui a parlé. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et puis après, je me suis dit, mais
Ouais, en fait, je dessine pas assez bien ou pas tous les jours. Et puis, en fait, ça n'a aucun sens avec les études que je fais en ce moment, qui est un bac scientifique avec beaucoup de maths. Donc, je me suis dit non, ça n'a aucun sens. Et puis après, pour les études d'archi, là, j'ai regardé et vraiment, le frein, c'était financier. Ok. Il n'y avait pas de bourse ou... En fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y en avait peut-être, mais que j'ai pas fait de recherche. Ouais. Et je me suis limitée au concours et ensuite au fait que l'école était payante. Et après, je me suis dit, bon, en fait, finalement, je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai pas envie d'aller à l'université. Je vais faire une prépa. Parce que ma prof de maths nous en avait parlé. Oui, et puis en plus, t'es bonne élève, donc voilà. Forcément, c'est le chemin tout tracé. Exactement, et je me suis dit, bon, en fait, l'école de commerce, ça semble être un truc qui colle. Et puis, en tout cas, la prépa éco, où il y avait aussi bien des maths que de la culture G, et qui ressemblait au programme de terminale un peu généraliste, je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être ce qui me parle le plus. Ouais, et c'est rassurant, mine de rien. Oui, parce que j'avais pas encore à décider tout de suite. Ouais, non, c'est clair, on l'a tous fait. Donc la prépa s'est bien passée? La prépa s'est bien passée, oui. Là, j'ai fait 3 ans. Ok. J'ai fait 3 ans. Du coup, je l'ai fait dans un lycée dans le 8e arrondissement, à Paris. Ah ouais, donc là, ça te faisait des gros trajets Ça me faisait des gros trajets et surtout, ça me faisait sortir de mon 93. Et j'aurais pu postuler à des prépas en banlieue parisienne. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais voir autre chose. Je voulais voir autre chose et puis voilà, c'était Paris. J'avais envie de faire ça dans un lycée parisien. Donc j'ai atterri dans une prépa dans le 8e. C'était une bonne prépa, mais sans plus. Enfin voilà. Okay. Et j'ai fait 3 ans de prépa. Et finalement, j'ai fait une école de commerce à Paris. Laquelle? J'ai fait l'ESCP. Donc plutôt une très bonne école. Ouais. Voilà. Après donc 3 ans, faut bien le rappeler, et beaucoup de maths. Et oui, après là pour le coup, on va dire que c'était. Je me suis rendu compte en rentrant en prépa que c'était vraiment le moment de choisir ce que je voulais faire et qu'en fait j'avais repoussé l'échéance jusqu'au dernier moment. Et je me suis rendu compte qu'en prépa j'avais vraiment beaucoup appris, que j'avais adoré finalement. Même si c'était beaucoup de maths. Ouais. Et que c'était parfois très traumatisant parce que c'est des classements, moi j'avais l'impression d'être une bonne élève, voire très bonne élève. Et en fait, quand on arrive... T'es parmi tous les meilleurs. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, d'être confronté aussi à d'autres milieux sociaux, à d'autres profils, des gens qui viennent de régions, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde finalement et qui font aussi des prépas à Paris. Et tu te dis, mais en fait, je connais pas le monde du tout. Le monde est grand et en fait, je le connais pas. Et puis en fait, j'ai des lacunes. Et puis, et puis certains profs étaient pas non plus très sympas. Donc bon... Voilà, j'ai eu des remarques sur le 93. Ah ouais, par les profs? Par une prof notamment. Sérieux? Ouais, une prof de français. Alors, au moment où j'étais en prépa, y avait des émeutes et je me souviens que... voilà, c'était tout bête, mais c'était des sorties au théâtre que je pouvais pas faire parce que ça nécessitait de rentrer tard le soir. Et en fait, à cause des émeutes, je pouvais pas prendre mon RER. C'était 2005, ça? 2005-6, non? 2005-6, alors il y en a eu en 2005 des émeutes, mais il y en a eu encore après, notamment dans le quartier où j'habitais. Et en fait, c'était des regards, des jugements pour me faire comprendre que oui, c'était relou de venir de banlieue et que c'était un frein. Ouais. Alors que, moi, j'aurais été admiratif, quoi. Et compatissante sur les situations et tout, c'est dingue. Non, elle n'était pas du tout compatissante. Mais du coup, j'ai eu quelques remarques comme ça qui m'ont fait pas mal douter en prépa, mais c'est quand même 3 années que je regrette pas du tout parce que c'était ultra généraliste, mais c'est des bases de fou pour en termes de méthode, de connaissances générales sur l'économie, sur le monde. Enfin, c'était vraiment... j'ai jamais autant appris et j'ai jamais autant kiffé apprendre que quand j'étais en prépa. Génial. Ouais. Et le SCP, je suis en train de me dire, le SCP, elle est payante aussi, non? L'école? Oui, elle est payante. Alors, entre-temps, j'avais quand même eu le conseil d'une cousine qui m'a un peu fait changer de perspective tout court et qui m'avait dit, parce que je lui disais justement au moment où il fallait choisir après le bac, j'ai envie de faire des études d'archi, mais c'est payant, et puis même la prépa, j'hésite parce que dans tous les cas, il va falloir payer après. Et en fait, elle m'avait dit une phrase que j'avais besoin d'entendre, je pense, c'était un truc tout simple, et elle m'avait dit non mais écoute,
faut jamais que l'argent ce soit un problème. Il y aura toujours des solutions. Ah. Et ça m'a fait switcher complètement et je me suis dit, bon, ok, on verra, on trouvera une solution pour le financement, il y a pas de souci. Et du coup, j'y suis allée, mais il se trouve que, en rentrant à l'ESCP, alors moi, le but, c'était HEC, tout simplement parce que c'était une école qui était entièrement gratuite, peu importe l'échelon de bourse. HEC ? Ouais. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, Ok. mais il y a 10 ans, c'était le cas. C'est-à-dire que tu pouvais être échelon 0 ou échelon 6, tu payais 0 des frais de scolarité. Ah, incroyable. Sur toute ta scolarité. Ok. Donc 3 à 4 ans. Ce qui est énorme. Ouais, c'est clair. Énorme. Et pour l'une des plus grandes écoles de commerce. Exactement. Et il me semble que si c'est le cas, c'est encore la seule école aujourd'hui à avoir cette politique-là d'égalité des chances. Et je m'étais dit, mais voilà, il faut que je vise HEC. Donc, je n'ai pas eu HEC. Mais j'ai eu l'ESCP. Et il se trouve que l'ESCP mettait en place justement des programmes d'égalité des chances. Moi, j'étais boursière. Et du coup, je suis devenue boursière de la fondation. Donc, j'ai payé je crois que c'était la première année que j'ai pas payé. Et la deuxième et troisième année, j'ai payé la moitié ou un truc comme ça. Donc, en fait, j'ai pris un prêt étudiant, mais qui était beaucoup moins élevé que beaucoup d'étudiants. Ouais. Et ouais, donc c'était... C'était pas toutes les écoles qui proposaient ça. Ouais, j'imagine. Top. Et du coup, comment tu t'es sentie à l'ESCP ? Pas bien. Ah, c'est vrai. Pas bien. Ouais, en fait, je pense que c'est partagé par beaucoup d'élèves qui font une prépa et qui rentrent en grande école après, école de commerce ou école d'ingé. Mais je pense que le gap et le choc, il est plus important en école de commerce. J'avais l'impression qu'on m'avait débranché le cerveau. Mais vraiment, vraiment, violent. Et notamment quand tu fais ta prépa pendant 3 ans, que tu passes l'été, du coup, justement, après les concours, à relâcher la pression. Alors, moi, j'avais bossé parce qu'il fallait que je paye mes frais d'inscription. Ouais. Tu rentres et tu te dis, voilà, enfin, la vraie vie commence et ça valait le coup, etc. Et là, tu te retrouves avec des cours, mais nuls. Franchement, les cours étaient mauvais ? Oui. Ah ouais. Les cours étaient basiques et puis, en fait, je pense que ça manquait énormément de contexte. J'ai eu quelques profs cool et quelques sujets assez sympas, notamment sur la psychologie au travail. Mais c'était vraiment sur un semestre ou sinon ça dépend vraiment, vraiment du prof. Ouais. Et en fait, tu te rends compte aussi que souvent, les profs, c'est pas évidemment leur métier, que souvent, ils sont consultants ou ils sont en entreprise à côté. Et qu'en fait, l'enseignement, c'est pas leur truc. Et puis, en fait... c'est des PowerPoint, c'est des présentations qu'ils font en entreprise, qu'ils font devant des écoles, devant des étudiants. Et franchement, ça manquait de contexte et c'est devenu ultra abstrait, alors que c'était bizarre parce qu'on parle d'entreprise, on parle de sujets ultra concrets, de recrutement, de machin. Mais c'était... franchement, non, la première année, c'était vraiment compliqué parce que j'ai hésité à arrêter. Ah ouais ? Ouais. Et aussi... Et ça a beaucoup joué, c'est qu'on connaît les ambiances dans l'école de commerce. C'est de la beuverie, c'est des soirées, c'est les trucs de BDE et tout. Ouais. Et moi, je ne bois pas, je ne fume pas, et j'aime pas aller en soirée. Ouais, donc tu te sentais pas intégrée. C'était horrible. C'était horrible. Franchement, c'est horrible. J'ai dû faire une soirée, j'ai pas fait le week-end d'un thé. Et en fait, j'avais l'impression que les gens se rendaient pas compte... de l'ampleur de ces soirées, de la présence de l'alcool aussi. Ouais. Après, moi, l'alcool, c'est un sujet qui me parle parce que j'ai des proches qui ont des démêlés avec ça et mon père avait aussi avec la consommation d'alcool. Donc, très vite, moi, l'alcool, j'étais complètement allergique. Et t'en as d'autant plus conscience des ravages. Ouais, exactement. Et du coup, là, le fait de voir... Et puis, moi, je l'ai vu, dans ma classe, en première année, il y a une nana qui était devenue alcoolique. Mais non... Et en fait, vraiment, le matin, elle arrivait, elle était complètement torchée encore de la soirée de la veille. Ça sentait. Elle sentait la clope et la bière. Et les gens rigolaient, tu vois. Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais en fait, je comprends pas le monde dans lequel je suis. Et que c'est ça, maintenant, la norme et le standard. Ouais. D'avoir des gens qui sont bourrés. Il y avait aussi des cas d'agression sexuelle. Mais non. Mais bien sûr, mais dans toutes les écoles. Ouais. Dans toutes les écoles. Et en fait, il y avait pas de plaintes ou de choses comme ça. Oui, ça circule que entre étudiants. C'est ça. Et puis à l'époque, il n'y avait rien. Mais tu sais, d'ailleurs, tu voyais des vidéos du BDE circuler où tu avais des nanas qui on forçait
un bisou. Enfin, tu vois, c'était vraiment des trucs. Aujourd'hui, ça passerait pas du tout. Je sais pas si. Enfin, ça m'étonnerait pas que ça ait encore lieu. Mais en plus, j'étais choquée du manque de contrôle, tu vois, des gens sur place, enfin, de l'école. Des encadrants, Des encadrants. Et en fait, on avait un couloir des assos. Nous aussi, à Dauphine. Voilà, qui était vraiment genre en sous-sol et tout. Et en fait, c'était une zone de. Genre, tu sais pas ce qui se passait. Ouais. Mais à partir des 18h, il y avait quand même un bar dans l'école. C'est dingue. Où c'était open bar à partir de je sais pas quelle heure. Et puis vraiment. Enfin, même en y repensant aujourd'hui, c'est dingue. Je me dis que c'est vraiment dingue que ça se soit passé. Enfin, que ça a été organisé comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est dingue, en fait, qu'on puisse avoir de l'alcool et un bar au sein de l'école, quoi. Oui, c'est ça. Et vraiment, en fait, c'est les étudiants, du coup, qui gèrent les flux qui rentrent, etc., les prix, et franchement, même en y repensant, je me dis, mais si... C'était zéro responsabilité. C'est affligeant de voir à quel point c'est ça qui conditionnait, en fait, la vie des étudiants aussi. Ouais. Et ce qui était assez triste, c'est que, bon, alors moi, j'étais contente parce que j'avais mes amis, ma famille en Île-de-France, donc aucun souci. Et je faisais vraiment mes allers-retours école, maison. Tu dormais pas là-bas Pas du tout. Et en fait, justement, après, c'est vraiment le cas dans les écoles de commerce, mais tu as beaucoup d'étudiants qui viennent de, entre guillemets, province, de partout en France, et qui arrivent dans cette ville qui est Paris pendant 2 ou 3 ans. Et du coup, l'école reste leur seul repère. Et en fait, ils vivent la vie de l'école et la vie que leur propose l'école. Et alors, là, je parle de l'ESCP, mais en fait, il se trouve qu'en dernière année, j'ai fait une majeure de spécialisation à HEC. Et en fait, les gens de ma promo me disaient aussi que sur le campus, il y avait énormément de cas d'alcoolisme, parce qu'en fait, là, pour le coup, tu es sur le campus à Jouy-en-Josas. Ouais. T'as pas d'autre échappatoire que juste faire les soirées avec les autres, sinon tu es vraiment mis au banc. Et du coup, oui, t'as des cas d'alcoolisme. C'est dingue. Ouais. Donc, c'est un monde, l'école de commerce, et franchement, c'était dur. Du coup, je me suis réfugiée vraiment dans mon asso étudiante. C'était quoi comme asso ? C'est une asso qui s'appelle le NOISE, alors Nouvel Observatoire de l'Innovation Sociale Environnementale. Oui, moi je pensais le bruit, la musique. Ouais, c'est lié, mais du coup, j'étais assez contente parce que à la fin de la prépa, j'ai découvert un livre qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde. 80 hommes pour changer le monde, de Mathieu Leroux. Et... Des hommes avec un grand H ou des hommes... Des hommes, non, des avec hommes. Un grand H. Okay. Et en fait, c'était le moment où commençait à émerger l'entrepreneuriat social et le social business, avec Danone Communities, Mohamed Younous, la microfinance, etc. Et je me suis très vite reconnue dans ce mouvement-là, dans ces pensées économiques. Et je me suis dit, voilà, je fais une école de commerce un peu par défaut. Mais tant qu'à faire, j'ai envie d'aller vers des sujets qui me parlent, et c'est ceux-là qui me parlent le plus. Ouais. Et il se trouve que l'asso que j'ai rejoint, elle s'est créée l'année où j'arrivais. Du coup, je me suis très vite engagée et j'ai rencontré des gens super. C'est une asso qui était très professionnalisante. Donc, les autres assos et les autres étudiants ne comprenaient pas trop ce que c'était pas très fun. Un peu comme la junior entreprise, non ? Ouais, et encore la JE, elle avait une meilleure image que nous. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, donc ça fait des années que je suis plus en école, mais alors au début, c'est pas qu'on était vus comme des ploucs, mais on nous regardait un peu, on comprenait pas trop les sujets qu'on traitait. Ouais, vous étiez trop sérieux, quoi. Ouais, et en même temps, on n'était pas non plus l'asso green, écolo, faire la collecte de déchets dans l'école. Donc, là, on parle de quelle année ? Là, on parle de 2012, par là. Ouais. Voilà. C'était pas très fun à l'époque, ce sujet-là. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, alors parce que je suis plus ou moins encore en lien avec les étudiants de l'école, de cet asso, et en fait, on me dit qu'il y a la queue pour rentrer dans cet asso, que c'est devenu ultra la mode, et qu'en fait, les gens, en fait, ils sont genre 200 à se présenter. Mais non, c'est dingue, ce changement de mentalité. C'est super, franchement, c'est super. Mais du coup, personne ne pariait sur notre asso il y a 10 ans encore, il y a 10-15 ans. C'est fou. Et ça fait un super réseau, hein. Tu les revois toujours et tu rencontres les nouveaux ? Les nouveaux, non, je les rencontre plus vraiment. Après, s'il y en a qui me contactent, je leur réponds avec grand plaisir et tout ça. Mais j'ai fait de super rencontres. Et des gens dans cet asso, c'est devenu des super amis à moi. Et c'est une asso qui m'a énormément apporté. Parfois, je me suis dit que j'aurais peut-être pu profiter un peu plus de la vie étudiante, ou en tout cas prendre moins ce truc-là, ce projet au sérieux.
Et ouais, mais en termes de réseau, d'expérience professionnelle, c'était top. Et c'est vraiment dans ce réseau-là de social business, enfin dans ce secteur que j'ai commencé ma carrière. Ah ouais. C'est grâce à l'asso que tu as trouvé un taf ? Disons que c'était une asso qui était tellement connectée avec tout l'écosystème en fait d'entrepreneuriat social à Paris, que ce soit des incubateurs, des entrepreneurs, des associations, des ONG, qu'en fait rien que le fait d'avoir été dans cette asso et d'avoir été super active, c'était une super belle carte de visite sur mon CV. Et j'ai pas eu de difficulté à trouver mon premier job dans le monde associatif. Donc non, aujourd'hui, c'est une asso qui est une belle référence. On sait que les étudiants qui passent par cette asso ont la tête bien faite. Donc c'est très chouette. Ouais, c'est clair. Mais ouais, ça m'a permis d'en savoir beaucoup plus sur comment l'entrepreneuriat social se structurait à cette époque. C'était qui les acteurs derrière, c'était qui pouvait prendre les décisions politiquement, comment ça s'organisait. Mais je suis contente d'avoir quitté le secteur. Ouais. Parce que donc là, on arrive à la fin de l'ESCP et donc l'asso, ça te conforte un peu dans où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire. Oui. Oui. Et c'est là que tu postules du coup dans certaines boîtes. Donc tu atterris où pour la première ? Pour la première, alors j'atterris au sein de l'association Fratelli. C'est une asso qui n'existe plus sous le même nom, qui s'appelle l'Article 1 aujourd'hui, mais c'est une asso d'égalité des chances. Ok. Et moi, le projet me parle parce que ça fait écho à mon parcours. Et en fait, je postule un peu au culot parce que je vois qu'il y a une offre qui me plaît, qui est ultra senior. Et en fait, je me dis, bon, je vais quand même faire la démarche et tout ça. Et puis, en fait, j'ai bien fait parce que Thomas, qui était en charge du recrutement à l'époque, me dit, non, en fait, t'es trop junior, mais ton profil est intéressant et je le transfère à une collègue qui peut être intéressée. Et il se trouve que cette collègue recrutait pour un poste un tout petit peu plus senior que moi, ce à quoi je pouvais prétendre. Mais l'entretien s'est tellement bien passé que en fait, j'ai été recrutée. Et donc, c'était un poste autour de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Et en fait, c'était un projet pour aider les lycéens de milieux modestes à mieux s'orienter. Ok. Donc, comment du trop intéressant. Par l'inspiration. Donc un peu ce que tu fais, c'est-à-dire mettre en avant des personnes inspirantes. Et nous, l'idée, c'était de prendre des étudiants au parcours inspirant. Alors, pas forcément qui avaient fait tu vois, des écoles comme l'ENA, ou etc. Enfin, pas des parcours à chaque fois prestigieux, mais juste mettre en avant des parcours d'étudiants. Ouais, mais par l'exemple, quoi. Ouais, c'est ça, des exemples, mais avec un espèce de storytelling et une mise en scène autour. C'est-à-dire qu'on faisait des événements pour les lycéens. C'était des conférences qu'on faisait, des tables rondes. Un peu comme des TED Talks. Génial. Autour de parcours étudiants. Et vous accompagnez les étudiants pour préparer leurs conférences et tout. Ouais. C'est génial. Ouais, du coup, c'est moi qui les préparais pour ça. Ah, c'est génial. T'en as pas fait, toi ? Non. Alors justement, la limite, c'était aussi que moi, je travaillais. Oui, dans l'ombre. J'étais dans l'ombre. Et c'était important de rester, de garder C'était cette pas place-là. possible de faire les deux ? Ou une fois, de montrer justement... Ouais, non, je pense que c'était pas l'idée. Et puis même moi, justement, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas très au clair sur ce que je voulais, comment je voulais en parler et tout ça. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise à l'idée de parler de mon parcours, mais à l'époque, voilà. Et il se trouve que c'est aussi à ce moment-là que, vraiment, je suis diplômée. Et premier mois où je commence à bosser, je perds mon papa. Voilà. Donc ça, c'était un gros switch aussi, qui finalement m'a fait un peu repenser à ma place dans le monde de l'entreprise et puis à ce que je voulais justement dans ce monde de l'entrepreneuriat social. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Que le boulot, c'était le boulot et qu'il n'y avait pas mort d'homme. Littéralement. Littéralement, il n'y a pas mort d'homme. En fait, je pense que j'avais juste besoin à ce moment-là. Et en fait, j'étais bien contente de tomber sur cette organisation parce que j'ai eu une manager qui était vraiment top. Et en fait, elle m'a... En fait, avec du recul, je me dis, c'était la meilleure entreprise qui était là pour moi à ce moment-là. Parce que j'ai eu du soutien, en fait, tout du long après le décès. Et ouais, on m'a envoyé des bouquets de fleurs, on m'a dit, mais en fait, tu reviens quand tu veux. Et les gens étaient super doux. Et ça, je sais que c'est pas dans toutes les entreprises que c'est comme ça. C'est clair.
Et donc, j'ai eu de la chance d'être tombée, d'avoir été dans cette entreprise-là à ce moment-là de ma vie. Mais je pense que le deuil m'a permis aussi de me rendre compte que je m'étais peut-être pas posé les bonnes questions de ce que je voulais. Et aussi que c'était une épreuve en soi. Et c'est aussi pour ça qu'après, j'ai changé d'entreprise. Enfin, je suis restée 2 ans là-bas. Ouais, quand même. Ouais. Et ensuite, après, parce que c'était de l'événementiel et que j'avais aussi fait le tour, mais en fait, c'est un secteur qui pèse. Parce que tu as l'impression d'avoir tout le poids du monde sur tes épaules. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, on en parle dans ce monde-là, mais on parle de burn-out militant. Moi, c'est ce que j'ai vécu à l'époque. Parce qu'en fait, en plus du deuil, il y avait ce poids de l'éducation. Et aussi, il faut le dire, c'est des métiers qui ne sont pas bien payés. Ouais. Qui ne sont pas bien rémunérés. Et puis, j'ai eu un peu aussi une crise de conscience. Je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai fait toutes ces études pour finalement être à un poste où je suis payée pas beaucoup? Non, c'est clair. Et c'est vrai qu'on est à une époque où on parle beaucoup de recherche de sens, mais même s'il y a du sens, c'est pas une raison pour ne pas avoir de valeur et ne pas s'épuiser justement à vouloir sauver le monde, quoi. Enfin, il faut aussi penser un peu à soi aussi. Ouais. Du coup, c'est ça. Je pense que j'ai pris conscience que c'était important de prendre soin de moi. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé ma thérapie. Essentielle après un décès et pour survivre à un deuil. Est-ce que tes sœurs ont fait la même chose ou est-ce que vraiment c'est que toi Non, qui as pris cette décision? Moi c'est ma grande sœur qui m'a poussée à le faire. D'accord. Parce qu'elle suivait, elle était en thérapie depuis quelques années déjà. Et voilà, moi elle m'a poussée à le faire et il fallait que ça vienne de moi. Donc j'ai attendu le décès et le gros choc pour le faire. Et encore, j'ai attendu, je pense, bien quelques mois avant de vraiment rentrer en thérapie, quelques mois après le décès. Ouais. Oui, parce que d'abord tu essayes seule et puis même et puis il y a cette partie de déni, de machin. Enfin, il y a plusieurs phases finalement à traverser avant d'être prêt à travailler, quoi. Ouais. Tu trouves le bon thérapeute déjà tout de suite, parce que ça aussi c'est un sujet. Moi j'en ai eu un premier qui était vraiment pourri et personne t'apprend à te dire qu'il peut y avoir des thérapeutes avec lesquels ça ne matche pas, quoi. Oui, là du coup, la thérapeute que j'ai en ce moment, qui est toujours la même, c'est la deuxième que j'avais vue. Okay. Et le premier... Ouais, non mais c'est ça. Ouais, j'avais trouvé mou. Mais t'as osé changer rapidement? Oui, parce que je me sentais pas à l'aise. Et aussi, et ça j'ai eu de la chance, parce que ma grande sœur m'a dit, si tu le sens pas, ça sert à rien de continuer, il faut que tu te sentes à l'aise pour parler de tes sujets, et dis-toi que ça va être quelque chose sur le long terme. Ouais. Donc, elle a été de bons conseils. Hein. Oui, heureusement qu'elle était là. Ça te fait économiser quelques années quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et non, elle a bien fait de me le dire, parce que je pense que, et même moi, il y a des amis autour de moi qui me posent la question. Tu me conseilles qui comme thérapeute? Je leur dis, avec moi, mon thérapeute, ça matche très bien, mais toi, peut-être que tu n'as pas aimé. J'avais conseillé ma thérapeute à une personne et ça n'a pas matché. Ouais, non, mais c'est très personnel. C'est très personnel. Et puis souvent, les gens se disent, non, mais je vais m'en accommoder. Enfin, même si ça ne matche pas, je vais m'en accommoder pour, je ne sais pas, quelques séances. Non. Non, il faut voir le truc sur le long terme. Et puis souvent, il y en a qui se disent, non, mais en fait, ça va peut-être juste être 5 séances et puis c'est tout. Non, c'est pas, il n'y a pas de rentabilité derrière. En fait, ça marche pas comme ça. C'est vraiment sur le long terme, c'est si le feeling est là. Alors, malheureusement, tu peux chercher un bon moment avant de trouver le bon. Mais ça vaut tellement le coup. Franchement, oui. Ça a un coût aussi. Ouais. Mais je trouve que là, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'options pour le faire en ligne. Ou, des options qui te permettent de... même si autour de toi, géographiquement, tu as peu d'options, d'aller regarder en ligne. Je trouve qu'il y a plus d'options. Mais du coup, moi, je suis en thérapie depuis 2016. Et oui, et puis surtout, burn-out militant, parce que je me suis rendu compte que j'avais trop donné pour ce secteur, qui en fait le rendait pas bien. En fait, on exige de toi d'être super et d'avoir les épaules ultra fortes et d'accepter tout plein de conditions, et finalement oui, et puis tu t'oublies complètement. Ouais, complètement. Ouais. Comment tu en sors alors?
J'en sors épuisée, vraiment. Parce que du coup, c'est un peu la grosse remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment j'ai envie de le faire ? Mais il se trouve que, ça c'est un élément important dans l'histoire, c'est que quand j'étais en école, en fait, il se trouve que j'ai repris le dessin. Ah, c'est vrai qu'on en a plus parlé. Ouais. Parce qu'il y a eu la case lycée prépa où j'étais très sérieuse, Ouais. et puis je me suis dit, bon non, c'est rigolo 2 minutes, mais je vais pas dessiner. Et puis en prépa, pour le coup, j'ai vraiment pas eu le temps de consacrer du temps au dessin. Et en fait, c'est mes sœurs. Donc c'est en 2012. On a une mission humanitaire aux Philippines. Et c'est mon premier gros voyage en dehors de l'Europe, à part l'Inde bien sûr, où j'y vais toute seule, sans mes parents. Voilà, c'est avec ton asso à ce moment-là ? Avec une autre asso dans laquelle j'étais, qui était une asso humanitaire. Je ne referai plus ce genre de mission humanitaire aujourd'hui. Mais il se trouve que je l'ai fait à l'époque, et justement parce que ça parlait d'entrepreneuriat social et qu'il y avait des pistes intéressantes. Et du coup, j'y vais, mais mes sœurs m'offrent à ce moment-là un carnet de voyage et des feutres. Ah. Et elles me disent, voilà, tu vas reprendre le dessin et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé depuis à faire des carnets de voyage partout où j'allais. J'adore. Et mon tout premier carnet de voyage, c'était celui des Philippines. Ok, parce que j'ai découvert ça, moi je connaissais pas du tout et je les ai découverts chez toi. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est en fait qu'un carnet de voyage ? Ouais, en vrai, il n'y a pas trop de, il n'y a pas de normes parce que chaque carnet est assez différent. Mais c'est juste un petit carnet à 5, je crois, avec des spirales généralement, ou en tout cas un format qui me plaît et qui me parle, où en fait je vais raconter un peu mon voyage ou dessiner juste des choses qui me paraissent belles et c'est tout. Et puis c'est drôle parce que du coup maintenant j'en ai quand même pas mal chez moi et je vois l'évolution. Au début c'était assez grossier avec des feutres, tout ça, et puis maintenant c'est beaucoup plus travaillé, il y a du collage, j'aime bien les garder pour moi. Et il se trouve que, en fait, justement, c'était peut-être 1 an après les Philippines, je me suis dit, je vais peut-être lancer mon blog. Ah. Et donc, je commence à bloguer, mais alors très timidement. Parce que, et un blog à quel sujet, du coup, sur le dessin ? Sur le dessin, ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre mes pages de dessin, les scanner, sans prétention. Ouais. Et ma sœur me dit, non, mais fais-le, on sait jamais, franchement, rien que pour toi, ça peut faire du bien. Donc, encore une fois, je l'écoute. Et je mets mes dessins en ligne et puis je commence à dessiner et à y prendre goût aussi, à poster plus ou moins régulièrement. Et je commence à illustrer aussi des choses qu'on mange à la maison. Ah. Et ça me plaît parce qu'en fait, je raconte aussi les histoires autour des plats qu'on mange. Et je sais pas, je me dis que c'est un truc qui commence à m'intéresser, de documenter un peu ce qui se passe à la maison en termes de tradition. Est-ce que tu le fais justement pour maintenir la tradition, pour l'expliquer, ou dans quel but tu l'écris ? Avec du recul, je pense que oui, c'était pour maintenir. Et ouais, je pense que c'était vraiment histoire de maintenir. Et puis, en fait, c'était le sujet que je trouvais le plus intéressant, dans l'immédiat. Voilà, j'avais pas envie de dessiner, je sais pas moi, des objets sans aucun sens chez moi. Ce qui était le plus intéressant, c'était l'histoire des traditions, de ce que ma mère faisait quand elle faisait ses prières, de ce qu'on mangeait, de ce qu'elle cuisinait. Ouais, c'était le sujet le plus intéressant qu'il y avait autour de moi. Donc, très naturellement, j'ai commencé à dessiner et à poster. Et voilà, c'est resté un espèce d'à côté où, je sais pas, je m'intéressais juste à la culture de manière générale. Et puis, après, en étant diplômée et en bossant, je commençais à avoir aussi du pouvoir d'achat. Donc, je commençais à aller au resto, à découvrir des lieux, à bouger, et à pu être dans cette précarité étudiante. Donc, à profiter un peu plus. Et donc là, tu continuais à dessiner ce que tu mangeais et tout. Ouais. Le blog s'appelait comment ? Jody Danas, c'est mon pseudo. C'est vrai que c'est ton pseudo d'ailleurs, ouais. Comment tu l'as ? Parce que on est d'accord que tu t'appelles pas Jody et ni Dana. Bon, c'est un diminutif de Dana Segaran, ton nom de famille. Ouais, c'est ça. Mais comment t'as eu l'idée ? En fait, Jody, c'est mon deuxième prénom. Et en fait, non, c'est la deuxième partie de mon prénom. Parce que je m'appelle Selva Jody. Et en fait, Jody, moi j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle comme ça. Parce que j'aimais bien Jody Foster. Il se trouve que la seule personne qui m'a appelée comme ça, c'était mon père. Vraiment, le seul qui m'a appelée Jody, c'était mon papa. Et du coup, c'était vraiment une référence directe à ce prénom. Parce qu'en fait, Selva, et ça j'ai toujours eu un souci avec cette partie de mon prénom, c'est qu'en fait, Selva tout seul en tamoul,
C'est un nom assez masculin. Ah bon? Ouais. Ah, avec un A à la fin. Selva, Selvam, enfin voilà, c'est assez masculin et souvent c'est la première partie d'un prénom masculin. D'accord. Selvaraj, Selvakumar, tout ce que voilà. Et donc c'est c'est très rare d'appeler les gens Selva tout court. Et souvent on s'attend à ce qu'il y ait un nom tamoul indien. Ouais. Et on t'appelait jamais Selva Jodi? Non. À l'école, à la rigueur, mais c'était mal prononcé, Selva Juti, voilà. Aussi parce que mon père, quand il a été à l'état civil, il a mal retranscrit la sonorité, du coup, ça ne se prononce pas comme c'est écrit, ou ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Et donc j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle Jodie, parce que je trouve ça trop joli comme prénom, donc je suis restée là-dessus. Est-ce que tu veux que je t'appelle Jodie à présent? Je sais pas, je suis trop habituée à Selva. Mais et Danas, alors c'est une blague avec ma prof de maths de prépa qui avait coupé mon nom à Danasé. Voilà. Ah ouais? Parce qu'elle adorait couper les noms de famille longs. Ah ouais? Au mauvais endroit. C'est trop marrant. Ouais. C'était un de mes traumas d'école de prépa, mais oui, elle était drôle. Enfin, c'était un personnage. Et elle aimait bien couper les longs noms de famille mal, à sa guise. Et c'est tellement bizarre de couper des noms de famille. Ouais. Je lui avais demandé non. Coupé à Dana si vous voulez, mais elle m'avait dit non, je vous appelle mademoiselle Danasé, et du coup c'est resté, c'était une blague avec mes amis de prépa. Et tu l'as gardé? Et je l'ai gardé, et du coup c'était vraiment un souvenir, c'était directement lié à mon souvenir en prépa, mais voilà, c'était juste un nom de scène pour préserver un peu mon identité en ligne, mais j'avais pas. Et le blog était suivi? T'en as fait la promotion ou Zéro. Et en fait, je pense que c'était un peu une espèce de journal intime. En ligne, quoi. Ouais. Enfin, j'ai jamais trop aimé me confier sur les réseaux. Et j'étais pas du tout en mode blogueuse, je raconte ma vie, je dessine ce qui se passe dans ma vie quotidienne. Et j'ai jamais trop aimé m'exprimer sur mes sentiments. Et du coup, ce blog-là, c'était plus... une vitrine. En fait, au départ, c'est drôle parce que je me suis dit, je vais juste poster les images. Et en fait, au fur et à mesure, c'était un peu plus d'écriture, un peu plus d'explications, des trucs un peu plus longs à chaque fois. Et je pense que naturellement, je me suis prise au jeu du blogging. Mais j'avais pas du tout une grosse audience. Et après, ça, c'était au fil des années, parce que je postais quand même régulièrement à un moment. Et notamment, ce qui fonctionnait, où j'avais quand même un petit peu d'audience, c'était sur des recettes. Et sur des faits culturels, que ce soit sur des rituels pendant les décès, les cérémonies funéraires, ou sinon pour Deepavali, certains festivals et certaines cérémonies religieuses hindoues. J'avais du public, de l'audience basée en France, mais aussi dans les dom-toms. Ah ouais? Ouais, des descendants en fait d'Indiens qui cherchaient en fait des explications. Ok. Voilà, à des faits religieux. Et ils te contactaient? T'étais... Oui. Ok. Ouais. Et là, incroyable. Mais par exemple, il y a encore 1 an et demi ou 2, il y a une personne qui m'a contactée pour avoir des conseils sur une cérémonie pour les défunts, pour l'organiser à Paris pour un de ses parents. Enfin voilà. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop touchant parce que je me suis dit mon blog est toujours là. Alors aujourd'hui, j'ai perdu la connexion OVH parce que et du coup, j'ai un peu perdu. Il faut que je la récupère. Mais en tout cas, ça n'a jamais trop été un enjeu, ce blog. Ouais, mais t'étais disciplinée quand même. Enfin, tu publiais beaucoup. J'essayais de publier, c'était pas non plus très régulier, mais j'ai pris du plaisir à publier. C'est marrant parce que ça me fait penser à la petite Selva qui était timide, mais qui écrivait et qui s'exprimait via le dessin et tout. Finalement, t'as continué comme ça en ligne. Est-ce que t'étais toujours aussi timide à cette époque-là? Disons qu'avec le décès, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que je pense que même dans ma famille, dans mon entourage, je suis connue pour être quelqu'un de très discrète. De quelqu'un qui s'exprime, très peu. J'étais quand même... j'avais l'étiquette de la timide pendant très longtemps. Et du coup... c'était... Le blog, ça m'a permis de me libérer petit à petit. Et je pense que ça s'est fait aussi en parallèle de la thérapie. Ouais. Voilà. Oui, et puis parfois, quand on a une étiquette, c'est aussi confortable d'avoir cette étiquette et justement de ne pas faire d'efforts. Exactement. Ouais, exactement. Du coup, je suis restée un peu dedans à faire ça discrètement. Ouais. À écrire et tout ça, mais pour moi,
j'avais quand même le désir que ce soit plus vu ou lu ou qu'on m'écoute en fait. Mais je faisais pas non plus plus d'efforts pour faire du bruit. Faire du bruit. Et c'est qu'en 2016 que je me suis jetée à l'eau et j'ai ouvert mon compte Insta public, qui était une grosse étape pour moi, pour le coup. Parce que c'est à ce moment-là que ça a commencé à monter, Insta. Il n'y avait pas encore ces influenceurs, enfin tout ce mécanisme qu'on a aujourd'hui, mais ouais, je trouvais que c'était une plateforme assez intéressante pour poster juste mes dessins et avoir plus de visibilité, mais doser. Ouais. Et tu as eu un déclic pour ouvrir ce compte Insta, enfin l'ouvrir publiquement ? Non, en vrai, je sais plus du tout. Je pense que c'est aussi en voyant d'autres comptes. Oui, que tu t'es dit, moi aussi je peux le faire en fait. Et, ouais, j'ai des choses à montrer. Oui, et que en fait, enfin voilà, ça va parler à certaines personnes. En fait, j'avais aucun enjeu sur mon compte Insta à l'époque, et je me suis juste dit bon bah, je vois des trucs qui m'intéressent. Enfin non, je crois que le déclic, c'était autant pour moi, je crois que c'était un post sur Diba Valley que j'avais fait. Et je l'avais partagé à un compte Insta, alors que j'aimais beaucoup un blog qui s'appelait So Many Paris. Un blog que j'adorais, c'était faire le tour du monde dans Paris avec plein d'adresses colorées, quoi. Et les filles, Constance et Clara, m'avaient dit, bah écoute, nous, on peut trop faire une collab avec toi, alors que j'étais inconnue à l'époque. Et en fait, c'est vraiment les premières à m'avoir fait confiance et à avoir partagé un post de mon blog. Ah, c'est génial, hein. Et où j'ai eu un peu plus de visibilité, et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion pour moi d'ouvrir mon compte Insta et d'être officiellement public. J'ai des choses à dire et ça intéresse, donc ouais. Et j'étais assez contente d'avoir sauté le pas, mais je pense que je me rendais pas compte de ce que c'était Insta à l'époque. Ouais. Et puis ça l'était pas en fait à l'époque. Non, ça l'était pas du tout. Et puis aussi j'aimais bien le côté, c'est juste des photos. C'est des photos carrées à l'époque, c'est vraiment juste ça. Et j'avais, c'était autre chose. Hein. Ouais, pas trop d'enjeux. Ouais. Et du coup, en parallèle, comment ça se passe au boulot quand tu sors du burn-out militant ? Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Bah, disons que je me cherche quand même. Je me cherche pendant bien 1 an, 2 ans, où en fait j'enchaîne des missions, enfin des jobs qui me correspondent pas trop, où ça se passe pas forcément bien parce que j'atterris dans des boîtes où c'est toxique aussi. Donc voilà. Et en fait, mais tu restes à ce moment-là dans l'économie sociale Ouais. Okay. Ouais, je reste quand même dans ce milieu parce que si finalement je sais pas non plus trop ce que j'ai envie de faire vraiment, et je sais que j'ai envie de changer de secteur, mais que bah en fait tu peux pas changer et de métier et de secteur en même temps. C'est un peu pas à pas. Et du coup je me dis bon, je vais rester sur les métiers que je sais faire, mais peut-être que demain je vais changer, mais il faut que je fasse les choses petit à petit. Et donc, je bosse, hein, mais sans trop de conviction, voilà, parce qu'il faut aussi rembourser mon crédit étudiant. Ouais. Et en fait, il se trouve que pendant que je suis au boulot, dans un boulot qui me plaît pas trop, je tombe en fait sur une annonce qui va un peu me chambouler. Je postule, mais en fait, je crois que j'ai même pas postulé, j'ai juste envoyé un message pour savoir, avoir la fiche de poste. Et il se trouve en fait que j'atterris dans des entretiens pour le Guide Michelin. Waouh. Voilà, et en fait je me dis bah, je veux ce poste, et il se trouve que bah, après j'ai eu le poste et incroyable. Et voilà. Mais donc c'est là le moment de bascule où je me dis ok, là on est dans le monde de la food, on y est, et je pense que c'est vraiment ce que j'aime. Parce que oui, déjà tu écrivais dessus, tu dessinais dessus, et le poste c'était quoi ? C'était responsable marketing. Génial. Ouais, pour le développement international. Et donc là, t'as pas de syndrome de l'imposteur pour postuler et tout Bah, disons que je postule... en fait, c'est drôle parce que ça s'est fait un peu par hasard. En fait, je pense que je mesurais pas trop l'ampleur du poste et puis ce que ça représentait. Je pense que si j'avais vu la fiche de poste en amont, j'aurais pas postulé. Je me serais dit non, c'est pas pour moi. Par contre, une fois que j'ai eu l'entretien et qu'ensuite on m'a tendu la fiche de poste, là je me suis dit ah oui, ça colle. Ah, c'est dingue, hein. Ouais. C'est dingue ces barrières qu'on peut se mettre. Pourquoi en lisant juste la fiche de poste, tu te serais dit c'est pas pour moi ? Parce que c'était le monde de l'entreprise. Et c'était pas le monde du non-profit ou du non-profit. Oui, donc c'était pas ta zone de confort en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, je me suis jamais... Pour moi, atterrir dans un grand groupe comme ça et
et faire du business. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas pour moi, et j'ai jamais fait ça parce que j'ai toujours bossé dans des entreprises ou des organisations qui faisaient pas de profit, ou alors qui en faisaient peu, ou qui en faisaient pour le bien social et environnemental. Et je me suis mis cette barrière en me disant, bon, bah, en fait, peut-être que le monde de l'entreprise classique, c'est pas fait pour moi, même si je savais que c'était important pour moi de faire ce switch et de plus avoir cette charge mentale sociétale. Ouais. Je voulais quitter le secteur justement pour ça. Je voulais couper avec le monde du social parce que c'était pesant, et je me suis dit, bon, ben, c'est le monde de l'entreprise peut-être qu'il me faut pour quelques années, et puis et ensuite on verra. Mais ça m'a quand même fait du bien de passer de l'autre côté. Ouais. Alors, comment ça se passe de travailler au Michelin, au marketing ? Ça se passe plutôt bien. J'ai de la chance parce que j'ai une boss qui est top. C'était qui à l'époque ? C'était alors Margaret, enfin une nana qui était, qui est plus là-bas maintenant, mais qui est américaine. Ok. Et enfin le courant est vraiment passé super bien. C'est elle qui m'a recrutée. Et en fait, et c'est très drôle parce que je me souviens aux entretiens, j'ai eu plusieurs entretiens avec des managers qui étaient franco-français, mais bien franchouillards. Ouais. Et le Michelin comme on l'imagine, j'ai envie de dire. Ou tout groupe du CAC 40. Oui. Fait. C'est vraiment drôle, en fait, mais c'est vraiment cet état d'esprit français et américain que j'ai pu voir en entretien. Où là, la première question que j'ai eue, une question qui revenait souvent, des managers français qui m'interrogeaient, qui me disaient, bah, là, on va faire du business. Est-ce que vous êtes prête ? Enfin, voilà, là, on parle du monde du business, de l'argent. Là, vous avez travaillé que dans des trucs... Oui, quand tu sors du social... Ouais, après... c'est une question légitime. C'est une question légitime. Ouais. Mais du coup, c'était assez drôle parce que vraiment, chaque entretien, j'ai eu cette question et ce doute qui est très légitime. Et par contre, l'entretien avec Margaret, c'était... mais c'est fou parce qu'en fait, ça colle absolument sur tous les points parce que je vois qu'il y a ça, et puis ça... Mais en fait, c'est super, ça colle vraiment à 100%. On dirait que c'est un poste qui a été fait pour vous. Oh. Et c'était vraiment un changement, un espèce d'état d'esprit qui m'a beaucoup rassurée. Et moi, j'ai adoré travailler avec elle. On avait une bonne équipe. C'était de beaux challenges. J'ai vraiment pas regretté. Et c'était fou de se dire... tu bosses pour le guide Michelin, c'est clair. Et tu bosses avec des inspecteurs. Donc tu as vu les inspecteurs ? Oui. Ils existent donc ? Ils existent, ils sont très sympas. Elles sont très sympas. Ouais, mais c'est vrai, on parle c'est vrai qu'on a dans l'imaginaire collectif, je pense, un homme en costard. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais ils et elles sont très très sympas, très humains, et c'était passionnant de travailler avec eux. Moi, je travaillais pas mal avec eux sur certains sujets, et franchement, passionnant. Et du coup, quels étaient tes sujets ? Qu'est-ce que tu faisais ? Si tu peux en parler. Ouais, alors par respect pour la maison, je vais pas trop m'étaler, mais et par respect pour mes anciens collègues aussi. Mais en tout cas, c'était vraiment du marketing un peu pur et dur, quoi. Qu'est-ce qu'on propose aussi à l'audience aujourd'hui, avec qui on travaille, comment on imagine le Michelin de demain. J'ai pas mal voyagé, donc ça c'était chouette. J'étais sur les partenariats. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont ouverts aussi au guide. Oui, exactement, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe. Donc ça, c'était mes sujets. Est-ce que dans ces moments-là, c'est le pays qui vient chercher le guide ou c'est le guide qui vient chercher le pays ? Généralement, c'est le pays. Ok. Et, c'est dingue. Ouais. Et après, c'est aussi, comment dire, c'est pas systématique. C'est pas, j'ai un pays qui veut avoir un Michelin ou qui veut travailler avec le Michelin. Oui, ça n'arrivera pas forcément. Exactement. Et du coup, c'est là qu'on voit la force de la marque. Ouais, c'est clair. Hein. Et en fait, franchement, j'ai énormément appris. Je travaillais sur des sujets mais passionnants, et surtout, j'ai bossé avec des chefs qui étaient incroyables dans le cadre de mes missions. Alors, évidemment, indépendamment des inspecteurs, important de préciser. Et oui, en fait, mais c'était intéressant parce que la cellule marketing, je pense que c'est un peu comme dans toutes les boîtes, mais en fait, c'est là aussi que tout se passe. C'est qu'en fait, on réfléchit à des solutions pour l'après, on se réinvente, je sais pas, c'est beaucoup de veille, beaucoup d'innovation, et moi, c'est aussi ça qui m'a fait me rendre compte du monde de la gastronomie. Alors, en dézoomant un peu du Michelin, mais je me suis dit, c'est un monde qui est vaste, en fait. Ouais, c'est clair. T'as l'hôtellerie, t'as la restauration, t'as le monde du tourisme aussi.
c'est le monde du voyage, quand t'élargis encore. Ouais. Et en fait, c'est un monde d'expérience et qui est infini. Et puis, je sais pas, t'as plein d'angles par lesquels tu peux attaquer le sujet. Ouais, et l'impact économique, en plus, que ça amène, quoi, que le Michelin ramène à ces lieux-là. Quoi. Exactement. C'est dingue. Et justement, tu disais que... Donc, peut-être que ça a changé une fois que tu as travaillé, mais que vous mangez beaucoup à la maison, vous voyagez pas forcément et tout. Est-ce que tu avais déjà fait un resto étoilé avant d'être au Michelin ? J'en avais fait un seul, toujours dans le cadre du taf. Et c'était une table de Yannick Aleno. Oh. Ouais, c'était pas mal. Ah, donc là, c'était avant le Michelin. C'était avant le Michelin. Ok. Mais c'était ma seule. Ok. Et encore aujourd'hui, je sais pas si elle était étoilée, la table. Mais c'est le chef qui avait des étoiles par ailleurs. Ouais, c'est ça. Et c'était le resto qui était au Palais Brognard. Ah, voilà, ouais. le fameux, c'est ça. Et du coup, c'était un super resto. Mais c'était pas... Je pense que c'était une belle table. Je sais pas si elle était étoilée. Mais clairement, c'est pas un univers que je connaissais plus que ça. Ouais, c'est clair. Et est-ce que du coup, tu as été plus sensible à ça une fois que tu as été là-bas ? Ouais. Oui. En fait, je pense que c'est aussi encore aujourd'hui l'enjeu du guide, c'est de faire connaître l'histoire des étoiles aux Français. Et en fait, un truc tout bête, mais même aujourd'hui, quand je dis que j'ai bossé au Michelin et tout, et que je leur parle de mes réunions qu'on avait à Clermont-Ferrand, on me regarde en me disant pourquoi Clermont ? Je leur dis voilà, le guide Michelin, le pneu, les guides de voyage. Et en fait, c'est toute une histoire qu'on ne connaît pas à propos du guide. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça représente aussi, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, comparé à de la street food ou comparé à peu importe le type de restaurant. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, même... qu'est-ce que c'est que la gastronomie en tant que telle et comment tu la définis ? Moi, aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre en fait ce monde qui était un monde d'expérience, en fait. C'est pas juste tu vas au resto. Tu y vas parce que c'est une expérience sensorielle, c'est une recherche des produits, du design de l'assiette. Enfin, je sais pas, c'est genre tout... T'expérimentes en fait beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi ce que le guide promeut. Et avec les étoiles, c'est exactement ça. C'est... ça vaut le détour, ça vaut... c'est ça que je pensais. C'est vrai qu'initialement, c'était ça. Mais ça l'est toujours, en fait. Ça l'est toujours, mais c'est simplement que c'est... je pense que peut-être... Enfin, après ça, je pense que c'est le guide qui doit répondre à ces questions-là. Mais je pense qu'il y a encore un enjeu autour de la pédagogie, autour des étoiles. Ouais. Et moi, dans ma famille, c'est drôle parce que j'ai eu quelques remarques du genre « Ah oui, mais elle va plus aller au kebab du coin, etc. » Alors qu'en fait... c'est 2 trucs. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, ça veut aussi dire que tu peux chercher une certaine forme d'art dans la manière de cuisiner et aller au-delà de juste l'assiette et des produits. Ouais. Et juste manger pour te rassasier, évidemment, c'est pourquoi on mange, mais tu peux aussi aller plus loin. Donc, c'est un autre genre d'expérience de restauration. Et c'était un autre monde. Ça m'a ouvert... plein de portes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il se trouve que je quitte le guide Michelin, mais pour de bonnes raisons. C'est que je publie un livre illustré de cuisine tamoule. Et ça, je pense que justement, c'est le décès de mon père qui a accéléré un peu les choses. Donc, après le décès de mon père, je continue à poster sur le blog. C'est des posts qui sont très introspectifs aussi. Je raconte le lien que j'avais avec mon père, mais c'est toujours un peu discret et tout ça. Et il se trouve qu'en 2016, je crois que c'est 2016 qu'il est sorti. Alors, même avant 2016, juste avant le décès, donc on est en Inde en famille. Dernier voyage qu'on fait ensemble en famille. Et juste avant ça, moi, je suis en échange à Taïwan. Ok. Et en fait, avant de partir en échange à Taïwan, je fais des enregistrements avec mon dictaphone parce que je prépare mon mémoire et tout ça. Et en fait, je teste... Alors, j'avais une espèce de rituel, c'est que je finissais les cours, je rentrais à la maison et souvent, je prenais un petit goûter. Et il y avait mon papa à côté parce qu'il était à la retraite et on se prenait un goûter ensemble et on regardait des reportages de cuisine, des documentaires de cuisine. Qu'est-ce que vous mangez comme goûter ? Fais-moi rêver un peu. Oh non, c'était des trucs industriels. C'était pas du tout... Non, tu n'aurais pas voulu manger ça. Non, c'était... après. Il n'y avait pas non plus, on mangeait, franchement, c'est des cochonneries, mais
il y avait ce moment de partage qu'on avait avec mon père à la fin des cours où je rentrais, on était devant la télé. On se parlait pas forcément, hein, mais on regardait, on était ensemble. Et puis parfois on discutait, et puis il me racontait des souvenirs de Pondichéry et tout, et puis je lui disais faudrait que je t'enregistre, parce que là tu me racontes plein d'histoires, c'est trop intéressant, mais faudrait que je t'enregistre. Et puis il y avait cette idée d'utiliser le microphone une fois que mon mémoire serait passée pour garder des traces. Et voilà, finalement je l'ai pas fait, ça s'est pas fait. Mais il y a cette idée qui est restée en fait dans ma tête après le décès. Et un truc trop bizarre. Alors après, moi, c'est comme ça que je l'interprète aussi, c'est que peut-être quelques semaines avant le décès, je tombe... Il y a une nana, une blogueuse, cuisinière, une chef mauricienne, britannique, qui a été, il me semble, la gagnante de MasterChef UK, Shelina Permalou. C'est une nana que je suivais son blog, je suivais son Instagram et tout ça, et en fait, elle avait sorti un livre. Et il se trouve que j'achète le livre, je sais plus trop comment, mais il arrive chez moi et tout ça, et c'est vraiment, il arrive la veille du décès, je crois, ou peut-être 2 jours avant. Et en fait, j'ouvre le livre et je lis l'intro. Et en fait, l'intro, c'est Shelina qui raconte le lien qu'elle a avec son père, qu'elle a perdu, et en fait, qui écrit ce livre aussi, enfin, qui a quitté sa carrière dans le marketing pour faire de la cuisine. Ah là 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 là. Et alors moi, je m'identifie mais complètement, et en fait, je me dis, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de raconter l'histoire de ma famille, c'est aussi comme ça que, enfin, je sais pas, il y a un truc spécial avec le livre, et je sais que c'est vers quoi j'ai envie de tendre. Oui, c'est évident quand t'as un livre entre les mains, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un livre qui, bizarrement, m'a réconfortée pendant les plusieurs semaines qu'on a passées à recevoir de la famille après le décès et tout ça. Il était toujours pas très loin, le livre. Un truc super rassurant. Et il se trouve qu'en 2016, je tombe sur le livre de Eliane Cheung, qui est donc Mingu Mango sur les réseaux sociaux, qui est illustratrice culinaire, voilà. Et en fait, elle sort un livre qui s'appelle À la table d'une famille chinoise. Alors déjà, moi, je suivais Eliane pour ses illustrations que je trouvais magnifiques. Et en fait, on avait à peu près le même style. Elle, c'était encore plus travaillé, mais c'était très épuré, et j'adorais son style. Et en fait, j'ouvre le livre et je me dis, mais c'est ça. C'est exactement comme ça que j'ai envie de raconter. Parce que j'avais envie de raconter des histoires de la famille, parce que j'avais envie de raconter ce lien autour de la cuisine. J'ai toujours aimé cuisiner, et aimé cuisiner pour ma famille en particulier. Et je sais pas, je me suis dit, c'est ça le format. Et des histoires, et des recettes. C'est ça. Et des dessins, du coup. Et des dessins, c'est ça. Et en fait, il se trouve qu'en 2015, quand on est allé en Inde, j'avais commencé un peu un espèce de petit cahier, carnet de voyage de recettes. Mais il faisait tellement chaud que j'arrivais pas à dessiner, et voilà, c'était terrible. Mais j'avais des espèces d'esquisses, et j'avais pris 2-3 recettes de mes tantes et tout. C'était les prémices. Mais quand j'ai eu le livre d'Eliane sous les mains, enfin sous les yeux, je me suis dit, mais c'est exactement ce style-là, c'est ce que je veux, et voilà. Et en fait, c'est qu'en 2020, pendant le Covid, qu'on m'a poussé, que des copines m'ont poussé en me disant, mais Noémie notamment, qui m'a poussé, qui est une amie commune, qui m'a poussé en disant, et vraiment, faut que voilà, c'est le Covid, mais fais-le, fais-le. Et puis contacte. Je pense que t'as rien à perdre. Au pire, tu te prends un refus et tout. Et en fait, je contacte Eliane sur Instagram, qui me dit oui, appelons-nous, tout ça. Et puis en fait, elle me met en contact avec l'éditrice de la maison d'édition alternative. Et en fait, il se trouve que ça allait très vite et que j'ai même pas eu à forcer parce qu'ils étaient très partants pour faire À la table d'une famille tamoule. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Incroyable. Et est-ce que tu sais pourquoi ils étaient partants ? Est-ce que c'était toi ? Est-ce que c'était ton blog, ton compte Instagram, tes dessins ? Qu'est-ce qui les a convaincus tout de suite, quoi ? C'était un petit peu tout. C'est vrai. C'était un petit peu tout. Et puis après, j'ai eu de la chance parce que c'est une maison d'édition qui était... c'est une petite maison d'édition. Alors, elle fait partie du groupe Gallimard. Mais c'est une maison d'édition qui est assez indépendante, très... fraîche, je veux dire, elle est très altère dans son état d'esprit, et c'est ils abordent des sujets pas communs. Et en fait, ils ont un certain positionnement d'aller sur des formats et des sujets qui sont pas forcément traités. Typiquement, des sujets niches, comme la cuisine tamoule, ça leur a parlé. Et en fait, ils voulaient aussi continuer cette série
après à la table d'une famille chinoise. Et en fait, le défi, c'est toujours de trouver, en tout cas pour cette collection-là, des auteurs qui sont aussi dessinateurs. Ouais, c'est clair. Hein. Et c'est pas facile. Pouvoir, c'est ça, écrire, raconter une histoire et dessiner, ça me semble beaucoup. C'est ça. Et du coup, j'ai proposé mon projet et en fait, on m'a laissé quasiment carte blanche. Waouh. Ce qui est fou. Enfin, vraiment, pour une maison d'édition, pour un premier livre, je trouve ça juste incroyable. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais super bien accompagnée, ils étaient bienveillants. C'est pas une culture qu'ils connaissaient. Et ils m'ont fait confiance sur la direction artistique aussi. Je les ai pas mal guidés. Très ouverts. Et le livre est magnifique, quoi. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Et oui, et du coup, c'était vraiment l'angle que je voulais. C'était les histoires de ma famille et surtout les plats qu'on mange à la maison. Mais dessinés avec du contexte, en fait, derrière. Ah là là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sorti un livre ? Je m'en rends pas encore compte. Là, le 7 avril, ça va faire 3 ans. Waouh. Ouais, c'est dingue. Non, ma vie a quand même basculé, parce que je me dis, j'avais aussi, je continue mes food tours pendant toute cette période. Alors attends, parce qu'on n'en a même pas parlé. Oui, c'est vrai, les food tours, on n'en a pas parlé. Comment tu crées les food tours ? Les food tours, c'est drôle parce que justement, c'était vraiment en parallèle de mon blog, en parallèle de boulot qui me plaisait pas trop dans cette phase de creux. Ah, donc c'était même avant le Michelin, les food tours. Oui, c'était avant le Michelin. Et en fait, j'ai commencé sans trop de prétention, encore une fois, mais je me suis dit, en fait, j'ai quand même pas mal de retours de gens, et notamment de mes amis, qui me disent, c'est marrant ce que tu dessines sur ton blog, des trucs à manger que tu as à la maison, en fait, on les retrouve pas dehors et dans les restos. En tout cas, c'est pas l'image qu'on se fait de la cuisine indienne. Et ça, c'est un truc qui m'a... Voilà, ça a fait tilt. Et je me suis dit, peut-être que c'est un truc à creuser. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, il y a des choses à faire. Je peux pas inviter les gens non plus chez moi parce que c'est compliqué. Donc, le meilleur endroit pour expliquer encore plus, c'est le quartier tamoul qui existe déjà. Et... Donc non, j'ai juste fait un petit questionnaire où j'ai invité mes amis à me donner un peu leurs attentes par rapport à un tour qui serait et culturel et food. Et ensuite, j'ai fait des essais. Et puis, ça y est, je me suis lancée. Et puis, du coup, après, j'ai ajusté à chaque fois que on me disait qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Ou, voilà. Donc ça s'est construit vraiment au fur et à mesure du temps, au fil du temps. Et toi, le quartier, tu y allais depuis toujours ? Parce que toi, tu étais dans le 93 aussi, toujours. Est-ce que c'est un quartier où tu vas régulièrement faire tes courses ou à la base, pas forcément ? C'est un quartier où je vais faire mes courses, mais il se trouve que j'ai une relation à ce quartier qui est assez particulière. Je pense que beaucoup de femmes franco-tamoules ont ce rapport-là, c'est que c'est un quartier qui était très masculin, qui l'est encore aujourd'hui, et où j'ai détesté aller pendant mon adolescence. Ah ouais ? Ouais. Parce que petite, j'y allais avec mon papa ou ma maman pour faire des courses, mais très rapidement. Ado, quand on y allait, on avait les regards des hommes sur nous. Ouais, c'était... Et est-ce que c'est des regards, qu'est-ce que vous faites là, ou des regards, elles sont mignonnes Ouais, c'est ça. C'était des regards un peu salaces. Ouais, et franchement, c'était... Et puis, tu te sentais pas safe. Et après, c'était aussi parce que t'avais... c'était il y a quoi ? Il y a peut-être 20 ans... Des luttes internes de pouvoir avec des gens... c'était un quartier qui était très politisé aussi. Il y avait des combats à la machette. Ça a fait des gros titres. Ouais, ça a fait les gros titres des journaux, mais c'était un quartier très politisé avec en toile de fond la guerre civile au Sri Lanka et les milices, etc. Donc, c'est un quartier où il faisait pas bon traîner. Et encore moins quand t'es une nana... Tu traînes pas après 16 heures, je pense, c'est le max. Ah ouais. Mais c'est dingue. Donc, comment tu te dis, en fait, moi, je vais y aller et je vais faire un food tour culturel J'avoue que le fait d'être entourée, d'y aller seule, ok, je fais vite fait 2-3 courses et puis je rentre chez moi parce que j'ai pas envie d'y traîner, mais le fait d'être à 4 ou 5 en groupe, ça aide. Ok. Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis, et puis, je sais pas, c'était au fil du temps où ça s'est fait assez naturellement. Je me sentais aussi à l'aise. C'est un grand quartier aussi. Donc, finalement,
il y a de la place pour tout le monde, mais ça a pris, je pense, 1 an ou 2 avant que je me sente vraiment à ma place à faire les choses. 1 an ou 2 à faire des food tours tous les combien à peu près? À l'époque, c'était peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Ah ouais? Ouais. Et t'as commencé à l'époque où ça s'est développé sur Airbnb Experience ou Ouais, je pense que je crois que j'ai commencé par Eventbrite. Et en fait, j'ai arrêté parce que c'était mal fait. Et puis, en termes de communication, je trouvais que c'était vraiment pas... Enfin, je pouvais pas mettre des messages... Enfin, configurer certains messages. Enfin, c'était vraiment une galère. Et finalement, je sais plus exactement comment j'en suis venue à ça, mais j'ai découvert Airbnb Experience. Et je me suis inscrite en tant que hôte d'expérience. Et voilà, la page est toujours dispo 6 ans après, toujours en live. Et ouais, c'est pas mal, parce que la plateforme permet de traîner du trafic, mais voilà, il y a des photos, des vidéos, c'est propre, l'interface, elle est vraiment très claire. Non, je suis contente de mon expérience. T'as eu beaucoup d'étrangers ou t'as eu aussi beaucoup de Parisiens qui sont venus? Je pense qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu une première phase où c'était surtout des gens que je connaissais, du bouche à oreille, des Parisiens. Et puis après, j'ai eu quelques passages dans des podcasts food, notamment sur Bouffon et sur Kif Taras, qui m'ont amené beaucoup de monde. Et en fait, à un moment, j'ai eu des listes d'attente de 100 personnes. Mais moi, je crois que c'est après Bouffon, en plus, que j'ai découvert ton photo. Justement, enfin, vraiment, il y avait une demande que j'arrivais plus à absorber. Et en fait, après, la demande les participants, leur profil a changé. C'est même des gens qui habitaient en région, qui étaient de passage à Paris, et en fait, ils voulaient absolument faire mon tour. Ah ouais. Voilà, des Parisiens, ou sinon même des gens de banlieue, mais qui viennent à Paris pour faire le food tour. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est assez dingue. Qui ont des origines tamoules ou autres, ou pas forcément Alors, en fait, en 6 ans de food tour, j'ai eu très peu de tamouls. Je crois que j'en ai eu moins de 10. Mais non. Ah, c'est dingue. Ouais. Ça, ouais. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? Oui, parce que je pense que c'est un sujet que les Tamouls pensent maîtriser. Et je pense que peut-être que j'insiste pas non plus sur le côté social et décolonial du food tour. Parce que l'idée, c'est aussi de dire, derrière ce food tour, dans le quartier, en fait, on va apprendre à voir, ça veut dire quoi, indien? Ça veut dire quoi, tamoul? Ça veut dire quoi, sri-lankais? En fait, on parle de géopolitique, on parle d'urbanisme, on parle de géographie, on parle de genre, on parle de plein de trucs, mais le lien, c'est vraiment la bouffe. Et du coup, on détricote plein d'idées reçues sur la cuisine indienne et sur les cuisines du monde en général et sur le monde de la restauration. Donc, peut-être que c'est un message que les Tamouls se disent, en fait, nous, on est déjà au courant et on sait, et voilà, mais... Ouais, peut-être que je l'explique pas assez bien, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, j'ai peu de Tamouls sur mes food tours. Et en fait, surtout, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent non, mais en fait, on va manger des trucs qu'on sait déjà, on connaît déjà. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais plus l'aspect historique, je pense que les gens n'ont pas. Oui, c'est clair. Cette image-là, ouais. Ouais, surtout que si c'est... Moi, pour la partie slave, c'est des familles où on parle pas beaucoup, justement, de l'histoire, de ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça fait du bien d'en entendre parler, de comprendre. Quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un Indien et qu'est-ce que c'est un Tamoul? Rapidement. Ouais. Sinon, venez au food tour. Oui, c'est ça. Non, alors le tamoul, c'est une langue. C'est une langue qu'on parle dans le sud de l'Inde et dans le nord du Sri Lanka. Et aujourd'hui, de tamoulophones, je crois que, je ne sais plus quelle année c'était, mais c'est à peu près 80 millions de personnes dans le monde. Okay. C'est énorme. Et ce n'est pas uniquement au sud de l'Inde et au Sri Lanka, il y a énormément de diaspora, que ce soit à Singapour, où le tamoul est une des langues officielles. Ah ouais, carrément. Ouais. Ils ont combien de langues officielles à Singapour? Ils en ont 3, il me semble. Ah, dingue. Ouais. Ils ont 3 langues, dont le tamoul. Et en fait, il y a une diaspora tamoule dans le monde qui est insoupçonnée et 80 millions de personnes qui parlent cette langue. Comment ça se fait qu'on l'identifie pas comme ça? Ou on l'identifie comme hindou ou indienne? Après, c'est le choix des mots de comment dire, c'est tout un système de journalistes, de gens qui sont dans le secteur du monde
la restauration, je sais pas, de toutes les industries confondues. En fait, c'est vraiment beaucoup de raccourcis. Et c'est aussi le fait qu'il y a peu de personnes encore aujourd'hui qui prennent la parole pour dire non. Ça, c'est indien, ça, c'est tamoul, et qui font de la pédagogie autour de ça. Ouais. Et moi, justement, j'étais assez surprise de toute la positivité des messages que j'ai reçus suite à Bouffon et Kif Taras. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu la première à parler de ces sujets, ou en tout cas sur ces plateformes-là, et en tout cas que c'est la première fois que ces médias-là tendaient le micro à quelqu'un qui parlait de ces sujets-là. Ouais. Et j'ai trouvé ça fou. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça a beaucoup parlé, c'est qu'en fait, je parlais le prétexte, c'était la nourriture. Et ça parle toujours, la nourriture. Ouais, c'est un angle qui parle, quoi. Ouais, c'est un angle qui parle. Du coup, je pense que très vite, que ce soit pour les food tours, que ce soit pour le livre, pour moi, c'était au-delà de la cuisine, juste. Toujours. C'est un prétexte, histoires. En fait. Ouais, toujours. Toujours. Et tu connais d'autres tamouls qui, depuis, ont pris la parole ? Pas vraiment. Ah ouais ? Ouais, pas vraiment. Alors, en France, franchement, non. Après, il y a des personnes qui ont des comptes sur Insta et voilà, il y a des choses qui se passent. Ouais. Mais par exemple, qui écrivent sur le sujet, ou franchement, non. Ah, c'est dingue. C'est dingue et ça prend son temps. Enfin, on est peu nombreux en France et ça prend du temps. Mais en revanche, quand on est sur les mondes anglo-saxons, c'est un autre niveau. Ouais. Il y a beaucoup plus d'écrits, il y a beaucoup plus de porte-parole, il y a des restaurateurs, il y a des chefs qui savent de quoi ils parlent. Et ça fait du bien. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a en fait, il suffit pas d'être marron de peau pour dire « Ok, je suis représentant de telle ou telle culture ou je sais en parler ». En fait, non, il faut aussi avoir un minimum de mots exacts et connaître son sujet. Ce qui, je trouve, est quand même peu le cas. Alors après, moi, je pense que c'est aussi le syndrome de la bonne élève. J'ai envie de faire bien les choses, d'expliquer, d'être dans la pédagogie, de fact-checker, de toujours remettre... c'est ma cousine qui m'a dit ça, elle m'a dit « Mais en fait, toi, tu remets l'église au centre du village. » Bah oui, j'essaie de le faire parce que c'est important. Et ça, je pense que c'est vraiment une déformation professionnelle et j'ai toujours fait ça. C'est une bonne déformation. C'est une bonne déformation. Ouais, c'est une formation. Voilà, c'est une formation. Et du coup, on m'a appris à faire ça tout au long de ma scolarité. Donc, je le refais, même sur des sujets aussi basiques que la nourriture. Et oui, en fait, malheureusement, il y a d'autres représentants qui sont du monde indien ou du sous-continent, mais parfois je me dis, c'est dommage, parce qu'en fait, ils ont la parole. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des représentants, mais parfois ils disent vraiment n'importe quoi. Ah, sérieux ? Ouais. Genre, oui, donc ils fact-checkent pas Oui, et puis sinon, en fait, ils se fondent dans le moule de ce qu'on a envie d'entendre quand on parle d'un truc indien. Voilà. Ah, ils rentrent dans le cliché. Ils plongent dans le cliché. Ils plongent, mais leur tête la première dans le cliché. Ah, c'est dingue. Et c'est fatigant. Donc, tu vois, tu me disais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres représentants, etc. C'est que il y en a, mais pour moi, c'est pas des représentants qui font bien leur taf, dans le sens où ça participe pas non plus à valoriser correctement les communautés, surtout dans le contexte actuel. Et en fait, c'est des gens qui jouent un peu trop le jeu des clichés et c'est trop dommage. Du coup, ça donne pas envie à notre génération de se dire, ok, j'ai envie aussi d'être une représentante, etc. C'est qu'en fait, ils voient quelqu'un qui représente mal, ça donne pas envie de faire pareil. T'as jamais voulu monter une asso pour justement en parler, vous encourager, se former Non. Pardon. Non, mais en fait, j'y ai pensé, mais disons que là, j'ai trop de projets. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a besoin de créer ces réseaux. Là, je suis contente parce que, alors, moi, sur mon sujet, je suis un peu la seule à prendre la parole. Sur la cuisine tamoule et à décortiquer ça d'un axe décolonial, je suis un peu la seule. Mais sur d'autres sujets, que ce soit sur l'écologie, etc., ou la langue, la double culture, il y a d'autres femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, tamouls, franco-tamouls, qui prennent la parole et qui commencent à avoir et qui commencent à être des leaders d'opinion. Okay. Et du coup, on commence à former un petit groupe de nanas influentes. Ah, génial. Voilà, et c'est chouette de voir qu'il y a un petit mouvement bienveillant aussi dans cette clair, communauté. Pour vous porter les unes les autres, mais que des femmes, du coup. Ouais.
Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Ah là là, non, c'est passionnant. Ça, vraiment, je pourrais en parler des heures, mais depuis ton food tour, de toute façon. Mais on va avancer dans ton parcours, parce que je vois l'heure qui passe. Donc, le Michelin. Non, le livre, mais d'ailleurs, le livre, donc c'est À la table d'une famille tamoule, avec les recettes de ta maman, que tu as écrites et que tu as dessinées et racontées. Est-ce que là, justement, ça ouvre une voie dans les médias aussi sur la cuisine tamoule ? À ce moment-là, tu ressens, entre ça et les food tours, qu'il y a un intérêt ? Complètement. Ah, complètement. Et en fait, c'est aussi ça qui a motivé mon départ du guide Michelin. Sinon, je pense que je serais restée si je voyais pas l'opportunité se présenter. Ouais. C'est un gros pari aussi. Mais ouais. Oui, c'était clairement, en fait, je pensais vraiment pas qu'il y aurait un engouement pareil. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai été accompagnée aussi par le département presse de Gallimard. Donc, et ça, c'est parce qu'ils y ont cru, c'est génial. Ouais, ils y ont cru. Et puis, voilà, mon attachée de presse, elle est vraiment super. Et franchement, j'ai été tellement bien accompagnée pour ce premier bouquin. Donc, oui, j'ai atterri chez François-Régis Gaudry, sur RFI avec Clémence Denavid. Enfin, franchement, j'ai eu une super bonne presse. Et je pense que ça a clairement ouvert la voie à la cuisine indienne régionale. Donc ça, c'est franchement une fierté parce que je me dis, c'est fou qu'on ait dû attendre 2022 c'est dingue, hein. Pour parler. Et en fait, c'est aussi... moi, c'était une fierté et en même temps, c'est aussi beaucoup de frustration parce que 2022 pour parler d'une cuisine qui fait partie de l'histoire de la France. Mais pas uniquement parce qu'il y a une présence de la communauté tamoule en France. C'est aussi que la cuisine dont on parle, donc là dans le livre, c'est en l'occurrence la cuisine du sud de l'Inde tamoule, d'une famille qui vient de Pondichéry. Ouais. Pondichéry, qui est un ancien comptoir français. Comment ça se fait que c'est juste en 2022 qu'il y ait un livre de cuisine sur cette communauté qui est la communauté tamoule l'une des communautés tamoules les plus présentes en France, et qui a un lien direct avec l'histoire de la colonisation. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont pris la parole avant pour parler de cette cuisine-là ? Et pourquoi jusqu'en 2022, on n'a jamais parlé de cuisine tamoule ? Et pourquoi est-ce qu'on s'est toujours cantonné à la cuisine indienne, sachant qu'en fait, l'Inde, c'est un pays qui est aussi grand que l'Europe ? Quand tu m'as dit ça la dernière fois, on ne se rend pas compte à quel point c'est immense. Et là, tu vois, c'est comme dire que Madagascar, c'est une petite île. En fait, c'est une île qui fait la taille de la France. Ouais. Donc, tu vois, qui est même plus grande que la France. Et en fait, c'est juste remettre l'église au centre du village. Donc, en fait, on parle de quoi ? On parle de la cuisine tamoule, la cuisine de la maison. Et ouais, il y avait un intérêt pour le sujet. Et je pense que le fait que voilà, j'ai fait les food tours et que je les fasse encore aujourd'hui, je pense que oui, il y a des journalistes qui maintenant savent qu'il y a des cuisines indiennes. Ouais, je me pose la question aussi parce que je me rappelle pendant le food tour quand on te demandait de nous conseiller un restaurant et tu nous disais de toute façon la meilleure cuisine tamoule, c'est à la maison. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que elle a été moins visible pendant tout ce temps-là, parce que finalement, il n'y a pas eu tant de restos comme il y a eu justement énormément de restaurants vietnamiens ou chinois et tout ça, donc on en a forcément parlé. Est-ce que ce serait une des raisons Disons que c'est lié, parce que c'est sûr que la cuisine tamoule, c'est une cuisine familiale. Alors, en France, en tout cas, si vraiment tu veux bien manger tamoule, tu vas chez les gens. Après, la cuisine en tant que telle et la restauration, le monde de la restauration, c'est pas un monde qui fait rêver les Indiens et les Tamouls. Et en fait, il y a encore cette image-là du plongeur qui est sri-lankais, qui est tamoul, qui est indien, qui est pakistanais. Voilà, il y a ce plongeur ou ce commis qui vient du sous-continent. C'est encore l'image de la restauration dans la communauté. Si tu fais de la restauration, ouais, c'est pas un faux métier, mais c'est pas très bien vu. Ouais. Et en fait, il y a d'autres communautés où c'était des business familiaux. Les communautés chinoises ou les communautés vietnamiennes. Ouais, c'est clair. C'est familial. Il y a même des chefs. Typiquement, tu prends une Céline Cheong de Bao Family, elle a grandi dans le monde de la restauration aussi. Ouais. Mais la plupart des gens que j'ai interviewés d'ailleurs, mais c'est marrant, qui se sont éloignés toute leur enfance de ce monde-là. Ouais.
Parce que, justement, ils n'en pouvaient plus de vivre dans le restaurant de leurs parents, d'aider, de faire des nems tous les week-ends. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as ce lien-là avec le monde de la restauration, ou en tout cas le monde du commerce. Parce que Céline Chung, je crois qu'elle était plus dans le monde du commerce que dans le monde de la restauration. Pour les Indiens, tu n'avais pas vraiment ça. C'est-à-dire que le monde de la restauration, c'était vraiment un truc à part. Et c'était un peu le premier boulot facile que tu pouvais avoir quand tu arrivais à Paris. Notamment pour la diaspora sri-lankaise ou du Bangladesh ou du Pakistan. Mais jamais tu pouvais en faire ton métier, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'était pas l'option privilégiée en termes de business, vraiment, la restauration. Et puis après, il y a aussi le fait que, à la maison, moi c'est ce que j'aime dire aussi dans les food tours, c'est que finalement, les restos, c'est exactement comme la cuisine française ou n'importe quel type de cuisine, dès que ça devient commercial, ça devient masculin. Ouais. Et du coup, ça devient un truc rationnel, industriel, ça perd un peu de son âme. Et tu retrouves beaucoup de choses comme ça à La Chapelle. Donc voilà, typiquement, c'est des restaurateurs. C'est des tontons. Ouais, donc ils ont fait comme ils ont pu, attention, ils ont fait comme ils ont pu. Et puis, ils sont rentrés aussi dans les clichés pour pas qu'on leur tape dessus et tout. Mais typiquement, c'est des tontons, ils rentrent chez eux, ils mettent les pieds sous la table, ils ne cuisinent plus. Ils ne cuisinent pas, c'est leurs femmes qui vont cuisiner. C'est dingue. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre réalité, c'est très patriarcal, très très patriarcal. Le monde de la cuisine, c'est vraiment et le monde de la restauration. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a le monde de la cuisine et le monde de la restauration. Ouais. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Et tu connais des femmes restauratrices tamoules ? Il y en a une à La Chapelle aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais. Qui s'appelle comment, ou son restaurant s'appelle comment ? Ça s'appelle le plat de maman. Alors, et c'est elle, en fait, elle fait que des snacks et voilà. Donc c'est une toute petite échoppe jaune. Je pense qu'elle a eu le soutien aussi de sa famille, qui à mon avis a d'autres business dans le quartier. Ah, d'accord. Donc elle n'a pas fait ça solo. Oui, parce que se lancer seule, une femme justement dans ce quartier. C'est ça. Et ensuite, il y a aussi un autre restaurant qui est beaucoup plus récent, mais ça c'est c'est une autre immigration aussi beaucoup plus récente, Dosama. Donc en fait c'est un resto de dosa, donc de crêpes de lentilles fermentées. Et en fait c'est 3 personnes, dont une nana qui vient de Chennai, en fait, et qui est venue en France il y a quelques années pour étudier, et qui maintenant est installée, et qui a ouvert ça avec 2 autres de ses potes étudiants. Ah ouais. Voilà, donc encore une rare exception de la restauration féminine dans le quartier, mais c'est très très restreint. C'est dingue. Hein. Ça me fait penser. Elle est jeune ou pas ? Ouais. Oui, ils sont étudiants. Bon, après, on va partir dans des sujets que tu traites très très bien par ailleurs dans les journaux, et on en parlera. Mais c'est vrai qu'on voit toute l'explosion des restaurants indiens en France. Je dis indiens parce qu'en fait, c'est ce qu'ils disent, et je ne sais pas du tout justement de quelle partie de l'Inde, avec beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans. Pareil, là, on ne voit pas de restaurant tamoul ou autre. Est-ce que tu penses que ça arrivera un jour en France ? Ouais, et en fait, c'est intéressant parce que je pense que l'immigration tamoule en France, elle est quand même relativement mesurée par rapport à d'autres communautés. Il y a des chiffres qu'on m'avait donnés de l'INSEE. C'était à peu près... mince, je ne sais plus. Ça, on pourra couper ou pas ? Bien sûr. Est-ce que tu penses que ça va venir en France ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps, parce que je pense que là, moi, je fais partie de la 2e génération d'immigrés. Et je commence à avoir le capital économique. Après, est-ce que j'ai l'envie d'ouvrir le resto, ça, je me suis posé la question, est-ce que j'ouvre un resto, un salon de thé pendant très longtemps ? Je pense que le monde de la restauration, c'est pas un monde qui fait envie. Voilà, donc je me pose des questions encore, mais dans tous les cas, moi, il y a des gens qui me contactent justement aujourd'hui parce que j'ai cette expertise sur le monde de la restauration, tamoule, sur la culture tamoule. J'ai plein de personnes qui me contactent pour justement me pitcher des idées, demander mon accompagnement sur comment monter un projet, etc. Donc ça bouge. Mais le sujet qui revient souvent, c'est le financement. Bien sûr. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'il y a une volonté
dans notre communauté, d'avoir des lieux qui nous ressemblent et des lieux pas non plus où c'est trop marketé. Ouais. Parce que, on a envie que ce soit un minimum authentique ou que ça raconte un peu une histoire et que justement, il n'y ait pas de comment dire, j'ai pas envie de dire d'appropriation culturelle, mais qu'on marquette trop notre identité. Je pense que ça, c'est aussi un truc qui nous fait peur. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça pour ne pas avoir envie d'y aller et de surjouer, en fait, de notre identité. Ouais. Top. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Du coup, donc tu as quitté le Michelin, tu as sorti le livre, il y a les food tours, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de choses et justement, je me suis posé pas mal de questions sur ce que je voulais faire parce que en quittant le Michelin, je me suis lancée donc en freelance et j'ai fait du marketing dans le monde de la restauration. Donc vraiment monter des stratégies pour des restaurants, pour des traiteurs. Donc c'était intéressant. Mais je sentais que c'était pas non plus un truc qui me faisait vibrer tant que ça. Et là, je me rends compte vraiment que j'ai mis trop de côté ma créativité. Et ma sensibilité aussi pour le beau, pour le bon, voilà. Ça, c'est un pan de ma personnalité qui ressort de plus en plus. Et je sais qu'on a beaucoup de conversations avec toi sur le fait que tu découvres que j'adore retaper des meubles ou que voilà. Et en fait, c'est vraiment des trucs que j'ai toujours fait. Et j'ai toujours eu ce côté créatif et le sens du beau, mais je l'ai jamais exploité. Et là, je commence à tâter le terrain sur de la direction artistique, sur des designs de projets un peu plus élevés, mais où il y a toujours une part de créativité. Et donc là, moi, je finis bientôt ma formation pour devenir sommelière de thé. Ah là là. Donc ça, c'est aussi un autre gros projet que j'ai parce que j'ai découvert le thé quand j'étais à Taïwan il y a 10 ans. Je suis tombée amoureuse de l'art du thé. Et en fait, depuis, je me suis toujours formée en parallèle. Et là, ça y est, je passe ma certification. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les restaurants et des lieux aussi type hôtel, enfin... dans le monde de l'hôtellerie. Des cartes en fait de thé, c'est ça, ou des pairings Ouais, exactement. Et en fait, de penser vraiment l'expérience autour du thé. Et là, j'ai plein d'idées, d'ateliers en tête aussi en complément. Mais il y a trop de choses à raconter. Et en fait, c'est une boisson qui est mal aimée dans le monde de la restauration. Et pourtant, moi, c'est ce que j'adore aussi. Ouais, et puis, mais t'as raison. Oui, souvent, en fait, on va te donner un mug avec de l'eau chaude, avec un truc avec plein de microplastiques, et puis on va te dire c'est 5 €. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ouais, j'ai envie de redonner ces lettres de noblesse au thé. Et je sais que dans le monde de la restauration et dans le monde de la gastronomie, notamment, il y a de vraies lacunes sur le sujet. Et il y a plein d'histoires à raconter et plein de choses super intéressantes. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'explorer. C'est génial. Est-ce que tu as un thé préféré? Alors moi, j'avoue que j'adore les thés oolong. Ok. Donc vraiment les thés taïwanais. Ouais, Taïwan, c'est vraiment connu pour ses oolong. Et non, vraiment, c'est vraiment le type, la famille de thé que je préfère. Ensuite, dans les oolong, il y a 10 milliards de oolong différents. Moi, de toute façon, dès que c'est un oolong un petit peu... floral, voilà, moi ça me va. Ouais, donc un bon oolong bien floral, moi il y a aucun souci. Associé avec quoi? Avec du fromage. Mais non. J'adore, avec du fromage et justement un truc un peu genre comté, bien affiné. Ça passe super bien. Ah, incroyable. Ouais. Oui, c'est vrai que personne ne propose du thé avec du fromage, quoi. Ouais, justement, il y a plein d'ateliers autour de pairing comme ça. Et justement, c'est des trucs que moi, j'ai envie de proposer aussi. Mais ouais, l'idée, là, c'est vraiment dans les mois et dans les années qui viennent, de pouvoir continuer mes activités de freelance, mais en combinant des choses que j'aime bien, justement, l'écriture, le dessin et le thé. Et de pouvoir raconter des histoires autour de ces 3 choses-là et de pouvoir combiner un petit peu les 3 univers. Et d'ailleurs, l'écriture, tu la consacres à des médias ou à des livres ou à quoi? En ce moment, pas mal à des médias. Donc j'écris pas mal de portraits, j'écris des articles de fond.
sur des sujets qui sont de société, donc que ce soit autour de la Seine-Saint-Denis ou de la cuisine indienne, justement. Donc voilà, c'est des sujets qui me passionnent et j'essaie vraiment de creuser pour en sortir des analyses de société. Ouais, génial. Et où est-ce qu'on peut te lire, du coup? Alors, de temps en temps sur le fooding. Ok. Parfois sur Yonder. Voilà, et ça, c'est les principaux médias. Après, j'ai des médias perso. Ok. Lesquels? Alors, j'en ai deux, notamment un sur les bonnes adresses de la Seine-Saint-Denis, donc c'est Hello 93. Ok. Et un autre qui s'appelle Masala Trends, que j'ai lancé il y a quelques mois, et qui est vraiment autour des tendances dans la restauration du monde indien. Des mondes indiens, partout dans le monde, du coup. Et voilà, c'est des sujets un peu plus marketing et pour les pros du secteur. Mais j'essaie quand même, même dans ces newsletters marketing, de rajouter un petit peu d'histoire et de contexte et de storytelling. Donc, ouais. Et Masala Trends, du coup, c'est une newsletter payante, c'est ça? Oui, c'est une newsletter payante. Il y a une partie qui est accessible et qui est gratuite. Et effectivement, il y a une partie qui est payante. Et du coup, c'est une partie qui nécessite pas mal de travail de mon côté. Donc, et là, je réfléchis à faire un peu plus de contenu, justement, type blog, sur la plateforme. Avec des anecdotes, etc. Enfin voilà, quelque chose de plus léger que mes analyses marketing qui sont bien, mais qui peuvent être un peu lourdes parfois. Ah ouais, c'est marrant, j'ai pas eu ce sentiment. Moi, j'ai beaucoup aimé la veille. Tu fais une veille internationale passionnante avec justement des trends qui ressortent qu'on soupçonne pas du tout. Ouais, bah c'est pour moi un truc qui est complètement hors radar. Et justement, moi, je me dis toujours que c'est le type de contenu que j'aurais adoré lire. En étant intéressée par la restauration et les mondes indiens. Ouais, génial. Ok, on va passer aux 3 questions de la fin, si ça te va. Enfin, je m'avance sur 3, mais parfois c'est 4, parfois c'est 2. Ça dépendra du temps. Ici, j'aime beaucoup interviewer justement les gens qui écoutent leur cœur, qui passent à l'action malgré les peurs. Toi, on voit que depuis quelques années, tu écoutes de plus en plus justement ton cœur, tu te reconnectes à ta créativité et tout. Je pose même plus la question. Avant, je posais la question, est-ce que tu as des regrets? Et en fait, comme tout le monde me répondait non, je pense que ce n'est plus utile de la poser, à moins que tu me dises le contraire. Non. Du coup, le podcast, il est aussi là pour inspirer les gens à passer à l'action. Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à dire à ces gens-là qui n'osent pas écouter leur cœur et essayer, oser? Oh là là, c'est dur. C'est dur, mais non, je leur demanderais, est-ce que vous avez vraiment envie de devenir un vieux crouton? Trop chou. Parce que en fait, j'aime bien cette image de vieux crouton parce qu'en fait, on a tous un dans notre entourage. Ou même dans le monde de l'entreprise, on a tous eu un collègue qui était un vieux crouton, c'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis 30 ans, qui bouge pas, qui est là, mais en fait, il a perdu un petit peu le sens de sa vie et puis du quotidien, et tous les jours se ressemblent, il est dans sa zone de confort, il arrête pas de se plaindre, et il a pas de sujet de conversation, à part la météo. Voilà, on sait ce que c'est, un vieux crouton. Et c'est surtout un boomer, quoi. C'est quelqu'un qui évolue pas avec les années, c'est quelqu'un qui est pas dans le monde actuel en fait et qui se restreint dans sa vision du monde. Donc est-ce que vous voulez vraiment être un vieux crouton? J'adore. C'est un très bon conseil. Ouais, je sais pas. C'est un peu Oui, mais c'est justement ça réveille quoi. Ça réveille. Mais moi je trouve que c'est une image parlante parce que non, j'ai pas envie de m'encrouter dans un poste, dans une situation, dans une manière de voir la vie. Et moi, c'est vraiment pour le coup ma hantise. Même quand j'étais en entreprise et que je voyais des gens, notamment quand tu es dans des groupes du CAC 40 et que tu vois des gens qui sont là depuis 40 ans. Ouais. Après, c'était une autre génération, mais c'est clair. C'est une autre génération parce qu'en fait, après, moi, j'ai aussi connu des gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans dans une entreprise, mais qui avaient un état d'esprit assez jeune et qui faisaient des choses cool et tout. Tu peux être dans une même boîte, mais c'est un état d'esprit. Oui, et d'être aligné finalement avec tes envies, avec. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est juste t'en croutonnes pas quoi. C'est compris. C'est compris.
Et est-ce que, je sais que c'est une question un peu difficile, mais est-ce que tu as une vision à 10 ou 20 ans de ce que tu aimerais apporter un peu sur cette terre? Oh là là, c'est dur. Ou des rêves à réaliser Eh bien, franchement, si je pouvais vraiment vivre de mon écriture, de mon dessin et du thé et de voyage, ça me suffit largement. Oh. Ouais. Non, franchement, j'espère vraiment que mon travail créatif, ça c'est un souhait aussi, c'est que mon travail créatif, peu importe comment il s'exprime, hein, que ce soit avec l'écriture, à travers les sens avec le thé, ou que ce soit avec les dessins, ou peu importe, qu'il ait un impact et qu'il inspire. Voilà. Qu'il raconte des histoires, en fait, qu'il ouvre un peu les esprits. Ouais. Ça, c'est vraiment un souhait que j'ai. Et je sais que je commence à voilà, vraiment mettre les mains dans le cambouis, et je sais que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et que voilà, le monde de l'entreprise, ça me fait plus envie, parce que ça me permet pas justement d'être créative et d'avoir cet impact-là sur les gens. Mais avec le livre, j'ai vraiment vu à quel point le fait de raconter et le fait de dessiner et d'écrire en tamoul des mots, des plats, enfin, les gens, j'ai eu des messages trop gentils de gens qui se sont identifiés, qui ont fait des connexions avec leurs ancêtres et tout. Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, si je peux continuer à avoir cet impact-là et faire en sorte que mon travail apaise les gens, ça, ce serait incroyable. C'est cadeau. Je te le souhaite, vraiment. Merci. J'ai une petite dernière question. S'il y avait à côté de toi la petite Selva de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là. Je lui dirais n'aie pas peur. Je lui dirais n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Et ouais, tu le sais pas, mais t'es trop forte. Oh. Ouais. Est-ce que tu le sais maintenant? Je sais que j'ai des ressources insoupçonnées. Génial. Ouais. Je sais que j'en ai. Merci beaucoup, Selva. Merci à toi, Vanda. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.